Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous. Merci infiniment d'être là, d'être aussi nombreux. Et puis, je n'oublie pas non plus celles et ceux qui sont en visio. Il ne faut pas les oublier. Une visio possible grâce à la mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis, je tiens au nom de Madame la Présidente, Madame Sophie Signol, et puis des membres de cette commission, eh bien, remercier pour leur présence aujourd'hui parmi nous, eh bien, Madame la sous-préfète d'Épernay, Madame Emmanuelle Guénaud, Monsieur le président du syndicat général des vignerons, Monsieur Maxime Toubar, Monsieur le directeur du syndicat général des vignerons, Monsieur Laurent Panigaille, Monsieur le président du conseil scientifique de la mission Champagne UNESCO, Monsieur Jean-Luc Barbier. Je remercie également Monsieur le président de l'université Reims-Champagne-Ardenne, Monsieur Guillaume Gelé. Et puis également Monsieur le président du conseil de l'Institut Georges Chapas de la Vigne et du Vin, Monsieur Théodore Georgopoulos. Également présent parmi nous, Madame la députée de la Marne, Madame Lise Magnier. Monsieur le député de l'Aisne, Monsieur Jacques Krabal. Je remercie aussi pour sa présence Madame la première adjointe chargée des finances, du personnel et des affaires juridiques de la mairie d'Épernay, Madame Christine Mazy. Madame l'adjointe déléguée à l'écologie, à la nature en ville et aux aménagements publics de la ville de Reims et du Grand Reims, Madame Laure Miller. Monsieur le vice-président de la MSA Marne-Ardenne-Meuse, Monsieur Étienne Ahmed. Également présente parmi nous, Madame la représentante de la direction régionale des douanes de Reims, Madame Élodie Bourgeois. Monsieur le commandant de gendarmerie de la gendarmerie d'Épernay, Monsieur Christian Clézic. Également présent ici, Monsieur le commandant en second de la gendarmerie de Reims, Monsieur Thomas Le Floch. Également, Monsieur le commandant en second de la gendarmerie de Château-Thierry, Monsieur Vincent Mazur. Et puis, bien sûr, un grand merci à Madame la présidente du Centre vinicole Champagne Nicolas Feuillat, Madame Véronique Blin, et Monsieur le directeur, Monsieur Christophe Juarez, de nous accueillir ici dans ce bel endroit qu'est le Centre vinicole du Champagne Nicolas Feuillat. Je pense qu'on peut les applaudir. Alors maintenant, vous voudrez bien me pardonner que les gens qui n'ont pas été cités ici ne se sentent pas vexés, et merci de votre compréhension, bien entendu. Alors, vous le savez, nous sommes ici pour animer l'Assemblée générale de cette commission des viticultrices de la Champagne, une assemblée que je vais avoir le plaisir de vous présenter tout au long de cette matinée. Et évidemment, il est de coutume, durant une assemblée, pour ouvrir une assemblée, c'est de laisser le mot au président. Mais là, il ne faut pas que je me trompe, c'est la commission des viticultrices, donc c'est le mot de Madame la Présidente, évidemment. Déjà que je vais être le seul homme sur scène tout au long de cette matinée, il ne faut pas que je me fasse lyncher. Donc, je vais demander tout de suite, et je vais vous demander de l'accueillir sous vos applaudissements, d'accueillir Madame la Présidente de cette commission des viticultrices de Champagne, Madame Sophie Signol. Madame Signol, nous vous écoutons. Mesdames, Messieurs, les viticultrices, les viticulteurs, chers amis. La femme est au centre de l'idée du développement économique de la Champagne. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour l'Assemblée générale de la Commission des viticultrices de la Champagne. À quelques jours de la Journée internationale des droits des femmes, nous avons souhaité revenir sur l'historique et le rôle des femmes en Champagne, valoriser celles d'aujourd'hui et anticiper les attentes de celles de demain pour répondre aux besoins de la profession. Dès le XIXe siècle, les femmes ont pris une place en Champagne et elles y ont apporté leur signature. Des femmes célèbres comme Madame Barbe Nicole Clicquot-Ponsardin, Jeanne Alexandrine et Louise Pommery, Mathilde Laurent-Perrier et de nombreuses femmes anonymes, souvent dans l'ombre des hommes de la famille, ont participé au développement de la Champagne. Durant les guerres notamment, et par la force des choses, elles se sont vues reproduire les gestes de leur père, de leurs frères ou de leur mari. Elles ont tenu un rôle essentiel dans la survie des exploitations, dans le développement économique de leurs maisons, en assurant et en participant au mouvement d'innovation dans les travaux de la vigne, de la cave et de la commercialisation. C'est pour toutes ces raisons que la mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, patrimoine mondial, a décidé de se faire l'écho de cette conférence qui montre toute l'importance de la femme dans l'histoire de notre appellation. Nous l'en remercions.
Pour autant, il a fallu attendre les années 80 pour que l'on considère le travail de la femme sur les exploitations comme une activité professionnelle. Et ce n'est qu'en 1984 que la représentation des femmes au sein des instances politiques champenoises se structure. Alors, la commission féminine apparut enfin. Mais je n'en dirai pas plus, car figurez-vous qu'en 2021, cette même instance politique champenoise, qui est le SGV, a décidé de challenger la commission des viticultrices. Pour mener à bien ce chantier de redynamisation, la commission a fait le choix en juin 2021 de travailler en partenariat avec Aurélie Melin, chargée de partenariat et de médiation, recherche et patrimoine à l'Institut Georges Chapaz de la Vigne et du Vin. Son travail se fonde sur les études exhaustives historiques de la Champagne et l'écoute des membres fondatrices et des membres actuels. En analysant l'évolution de la représentativité des femmes dans la vie politique champenoise, Aurélie nous a accompagnés pour structurer notre réflexion sur l'avenir de la commission. D'ailleurs, c'est pour cette raison que la commission des viticultrices a choisi de poursuivre les travaux d'état des lieux avec Océane Minard-Carnero, doctorante en sociologie au sein de l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Par le biais d'une enquête que vous allez bientôt recevoir dans vos boîtes mail et que nous vous incitons fortement à compléter, nous aimerions mieux cerner la répartition des tâches au sein des exploitations champenoises. Cette enquête devra également nous permettre de mieux cerner le parcours et la place de la viticultrice en Champagne. Merci Sophie, Sophie que l'on peut applaudir également. Merci beaucoup. Alors Sophie, nous sommes d'accord tous les deux, je crois que le mieux c'est finalement d'accueillir celles qui sont le mieux placées pour parler des travaux dont vous venez de parler. Alors ce que je vous propose, mesdames et messieurs, c'est de recevoir dans quelques instants, dans quelques minutes, Océane Minard-Carnero, qui est doctorante, mais qui est surtout passionnée par ce qu'elle fait, vous allez le constater. Mais je vous propose tout de suite d'accueillir, et elle aussi est passionnée, vous allez vite le constater aussi, je vous demande d'accueillir madame Aurélie Melin sous vos applaudissements. Aurélie, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes donc chargée de partenariat et de médiation, recherche et patrimoine à l'Institut Georges Chapaz de la Vigne et du Vin, Villa Bissinger. Nous vous écoutons. C'est bien cela, merci. Je vais démarrer cette présentation par un très rapide préambule sur ma première expérience en Champagne qui a démarré il y a de cela 10 ans, un petit peu plus. En tant que collecteur de mémoire, c'est un mot un peu surprenant, mais je travaillais effectivement sur la mémoire vivante de la Villa Bissinger. Examinant le fond des archives orales présents à la Villa Bissinger, qui représentait déjà à ce moment quelques 250 heures de témoignages sur la vigne et le vin et les métiers viticoles, je souhaitais savoir sur quoi j'allais devoir travailler pour combler éventuellement les thèmes qui manqueraient à ce fond. Et je constatais que très peu de femmes avaient été interviewées. Elles représentaient à peine 10% des entretiens que nous avons dans notre fonds. Cette absence dans nos fonds ne révélait pas une absence des femmes dans le monde viticole, mais plutôt, comme je l'entendais, je l'avais déjà perçu dans le monde agricole en général, signifiait une forme d'invisibilité du travail féminin. En menant ma petite enquête, je découvrais une enquête réalisée en 1983 par et pour la commission féminine du syndicat général des vignerons, et c'est ainsi que je découvrais l'existence de celle-ci. Rencontrant les membres de cette commission il y a peu, j'ai été surprise de constater, de comprendre que l'histoire et cette enquête du préalable n'étaient plutôt pas connues, assez méconnues par ses membres, y compris par les membres les plus actifs. C'est certes une histoire récente, mais qu'il conviendrait d'approfondir et de mieux connaître, d'autant qu'à la fin de l'année prochaine, on fêtera les 40 ans de cette création. Je reviens aussi très rapidement sur la rédaction d'articles qui, depuis la fin de l'année dernière, sont publiés dans la Champagne viticole pour restituer cette histoire plus en détail. Et d'autres sont à venir, donc mes recherches et mes rencontres vont se poursuivre au-delà de cette journée. Pour les écrire, je peux compter sur l'aide précieuse, et je les en remercie, de la documentation du syndicat général des vignerons pour m'ouvrir ses archives, de l'accueil aussi de son animatrice, que je remercie ici chaleureusement,
et sur l'accueil aussi, chez elles, bien souvent, des membres de la commission des viticultrices, chez qui je recueille donc les témoignages et aussi quelques archives. Alors avant d'aborder l'histoire de la commission féminine en Champagne proprement dite, j'aimerais l'intégrer et rappeler l'environnement et le contexte général de son apparition. La plupart des agricultrices, dont les viticultrices font partie, sont en activité, elles travaillent, mais pour autant, elles ne sont pas considérées comme des professionnelles. Au-delà des termes, cela signifie surtout qu'elles ne sont pas rémunérées, qu'elles ne sont pas protégées ni assurées, et qu'elles ne toucheront pas de retraite lorsque leur mari partira à la retraite. Ce qui traduit bien d'une invisibilité professionnelle et sociale. Dans les témoignages, les professionnels viticoles aujourd'hui reconnaissent là la situation de leur mère, de leur belle-mère et de leur grand-mère. Une génération ou deux seulement les sépare de cette situation. Pour raconter plus précisément les activités féminines du milieu viticole, c'est à Céline Bessières que je fais référence, une ethnologue qui a travaillé dans le Cognacet et qui fait état, elle aussi, d'un travail invisibilisé, mais surtout, qui parle d'un travail émietté. C'est-à-dire que les femmes sont un peu à toutes les tâches, sans véritable logique ou sens. Elles viennent toujours pour donner un coup de main, passant de la vigne à la cuisine, à la comptabilité, à l'accueil, au bain des enfants. Et petit à petit, elles n'ont jamais vraiment de moment véritable, de moment de repos véritable, parce que la maison et l'exploitation sont une et indivisibles, ce sont des exploitations familiales. Ce manque de repos, admettons-le, c'est quand même une formidable forme de pénibilité. Bien qu'étant essentielles donc au foyer comme à l'exploitation, elles n'ont aucune contrepartie. Et dans le milieu viticole champenois, dans les entretiens que j'ai pu recueillir au sein des archives de la Villa Bissinger, comme aujourd'hui auprès des femmes viticultrices, ce constat était le même il y a peu. On est là sans être là, on ne nous écoute pas, on reste à la maison, personne pour garder les enfants, et les activités s'égrènent dans les discours comme dans les journées, liris et bourgeonnage, palissage, habillage, bureau, contact, clientèle. Et les grands actes comme la taille ou l'élaboration du vin, surtout, les réunions syndicales et les prises de décision restent quant à elles l'activité des hommes, des activités visibles et sociales et qui demandent savoir-faire et technique. Et c'est ce que nous verrons dans l'enquête lancée en 1983. À partir des années 1970, au niveau national, quelques femmes, nommées par certaines des pionnières du mouvement féminin, travaillent à la reconnaissance de leur travail et se font entendre. Et pour reprendre certains termes de mes informatrices, si la belle-mère a accepté de ne pas être payée pour des années de loyaux services, eh bien on refuse de subir la même chose, et c'est là que tout change. Je ne sais pas si la frise est présentée, mais comme vous pouvez le lire sur les frises, les nécessaires adaptations législatives à une réalité de terrain qui fait pression arrivent enfin dans les années 80 et se poursuivent jusque dans les années 2000, entérinant un véritable changement de situation dans les femmes, dans les exploitations agricoles et viticoles. Et c'est bien le terrain qui fait pression par la voix des commissions féminines apparaissant dans le paysage syndical. La première apparaît en 1957 au sein de la FNSEA. Ce grand syndicat agricole reconnaît dès 1956 la place des femmes dans ces instances et modifie ses statuts dans le but d'y intégrer les voix féminines. Et pour être plus juste, c'est le cercle des jeunes agriculteurs qui fera pression sur sa fédération aînée pour intégrer les femmes à son conseil d'administration. Le mouvement est lancé et différentes commissions féminines vont apparaître dans les fédérations départementales. La première en 1959 en Meurthe-et-Moselle, et c'est en 1978 que la FDSEA Champagne-Ardenne lance sa commission féminine. Pour en venir désormais à la création de la commission féminine en Champagne, d'après ses fondatrices, elles sont interpellées par un homme, le président du syndicat général des vignerons, Marc Brugnon. L'une d'elles fait en effet partie de la commission des groupes des jeunes et il s'adressera à elle en ces termes « Il faut que les choses avancent ». Elles sont donc quelques-unes à s'organiser et leur premier levier d'action est d'envoyer un questionnaire en 1983 via la Champagne viticole, interrogeant les femmes sur leur situation et leurs activités au sein des exploitations. Elles demandent également si celles-ci sont favorables à la création d'une commission féminine. À cette enquête, elles obtiendront 57 réponses, déterminant les activités des femmes comme suit. Le secrétariat,
à 86%, l'accueil à 75%, le travail dans les vignes à égalité avec la comptabilité à 72%, et vient ensuite le commercial à 65%, et la gestion à 60%, et l'administration à 47%. Elles sont vraiment au cœur de l'entreprise. Et très loin derrière arrive la vie syndicale à 16% et la vinification à 14%. Sur ces 57 femmes, ce qui semble assez peu certes, 84% d'entre elles sont favorables à la création d'une commission féminine et 64% se disent prêtes à s'y engager. Suite à ces résultats, une première réunion s'organise le 27 septembre 1984 qui inaugure la commission féminine du syndicat général des vignerons. Une soixantaine de femmes répondent à cette invitation et parmi celles que j'ai rencontrées, c'est le contact dans la Champagne viticole, mais c'est surtout l'envie, le besoin de sortir qui les pousse à s'y déplacer et pour certaines à s'y investir. Et dans les archives, on peut lire des courriers de femmes en difficulté qui, empêchées de se présenter à cette réunion, tiennent à envoyer leurs témoignages et leur soutien, s'adressant aux membres de la commission en ces termes: « Que d'heures de travail au noir, j'ai travaillé 22 ans pour rien, etc. » Mais le but de cette enquête, pour les membres de la commission à ce moment-là, c'était peut-être moins de connaître la situation des femmes qu'elles connaissent finalement déjà que trop bien, mais plutôt de justifier leur action, de la faire connaître et de motiver les viticultrices à les rejoindre. Donc 1984 voit la naissance officielle de la commission féminine du syndicat qui prend le parti de fonctionner selon les mêmes règles que les autres commissions syndicales du syndicat, comme par exemple le groupe des jeunes. Et elles intègrent les commissions du syndicat, affaires internes, fiscalité, commission technique, etc. La commission décide d'élire un bureau, une présidente, une vice-présidente, des secrétaires, et des membres sont désignés pour participer aux différentes commissions. Elle propose de se lancer dans les assemblées régionales par le biais de leurs correspondantes ou responsables régionales désignés, et la communication est assurée grâce à la Champagne viticole. Ce faisant, si l'on en croit des dossiers importants présents dans les archives, elle se forme, soucieuse d'obtenir une parfaite connaissance du fonctionnement de la filière et de son appellation, des dossiers sur les appellations en France, l'action et les missions du CIVC, sur l'économie de la filière, les différents acteurs de cette dernière. Elle se forme et s'informe, surtout pour ensuite relayer et diffuser ces informations et former à leur tour les viticultrices sur le terrain. Et qu'elles s'engagent à les rencontrer lors d'assemblées régionales. C'est en 1986 à Verzenay qu'a lieu la première d'entre elles, et la presse s'en fait écho dans le titre « Les femmes font entendre leur voix ». Les assemblées régionales aborderont des thèmes dans le but de donner des clés de compréhension donc aux viticultrices encore trop éloignées de l'économie globale de la filière à laquelle pourtant elles participent. Les rapports avec le négoce, les aspects techniques, fiscaux et commerciaux de la profession, la retraite, la formation des jeunes, la MSA. Mais leur grande entreprise reste, et encore longtemps, l'obtention pour les viticultrices d'un statut de conjoint collaborateur, invitant les viticultrices à l'obtenir et travaillant aussi auprès des institutions pour faciliter les démarches de cette dernière. En 1986, elles obtiennent du CIVC la possibilité d'une déclaration viticole conjointe époux-épouse. Et la femme doit pouvoir, grâce à ce statut et cette déclaration conjointe, faire reconnaître sa participation à la conduite de l'entreprise et sa responsabilité dans la gestion de l'exploitation, et ainsi garantir des droits élémentaires. Elles agiront aussi au niveau politique, proposant dans un courrier fait aux députés une lecture critique de la loi de 1980 concernant les conjointes d'exploitation, prétextant encore assez peu d'avancées d'ordre purement professionnel contre quelques avancées symboliques. Et elles vont jusqu'à proposer aux législateurs des pistes concrètes pour améliorer ce statut. En 1985, ça semble à côté, mais il faut le souligner, la création des EARL est une aubaine pour les époux travaillant sur une même exploitation. Et d'ailleurs, les membres de la commission, d'après les témoignages, n'hésitent pas à ce moment-là à promouvoir cette mise en société et certaines le feront pour elles-mêmes au sein de leur exploitation. Dans ces sociétés,
hommes et femmes, sont à parfaite égalité de traitement, tous deux étant associés dans l'entreprise. Elles élaboreront un dossier qui sera présenté plus tard, qui comparera les différentes structures, exploitations ou sociétés, comment réduire les charges, quelles solutions envisager et les différentes possibilités. Ainsi donc, dans ces années-là, elles sont très actives. Elles développent les activités de la commission à différents niveaux, en son sein, auprès des viticultrices de l'ensemble de la Champagne viticole, au niveau syndical, au niveau des institutions, au niveau de l'appellation et du politique. Elles créent des liens durables avec la MSA, la Chambre d'agriculture, la CNAOC et d'autres. Elles organisent aussi, ça paraît plus léger, mais c'est important, des visites comme la sucrerie à Bazancourt en 1987, des visites à la Bourse et au Sénat. Et pour parfaire leur formation, elles démarrent une initiation à la dégustation. Et à partir de 1990, toutes ces activités sont en quelque sorte mises à plat et organisées, afin sans doute d'en parfaire l'efficacité. Les missions sont donc définies comme telles. Participer activement aux commissions du syndicat, se former et comprendre les transformations de la profession et du monde environnant, être au contact des viticultrices, connaître la région et les autres vignobles. Elles iront voyager dans le Bordelais, le Beaujolais, la Bourgogne, mais aussi la Hongrie, en Espagne, et attirer l'attention de la profession sur la place des viticultrices. Ainsi donc, la commission se structure plus durablement et en mai 1990 se tient un conseil d'administration pour de nouvelles élections d'un bureau. Avec quelques nouveautés, et non des moindres, d'abord une trésorière est nommée au bureau, ce qui signifie donc un budget. Un assistant de direction du syndicat général de vignerons leur est officiellement dédié, qui s'occupera également du groupe des jeunes. Et pour appuyer leur base, en plus des assemblées régionales, elles demandent à ce que soit nommée une viticultrice dans les sections locales réunissant plus de 7 vignerons pour représenter la commission. La commission prend un nouveau tournant et pour marquer cette installation, cette légitimité acquise, elle se dote d'un nouveau nom. En 1991, d'après les archives, la commission des viticultrices. Elles entérinent par là même la reconnaissance des femmes dans la viticulture comme des viticultrices professionnelles. Fonctionnant toujours sur le calque de leur institution mère, qu'est le syndicat général des vignerons, elles vont également se créer des sous-commissions, et ce pour travailler concrètement aux missions qu'elles se sont données. Commission image de marque, qui se chargera de produire un logo. Commission formation, qui organisera des stages de communication, de prise de parole, des formations autour des réglementations qui, dans cette période, je le rappelle, s'élargissent et se complexifient au niveau européen notamment. Elles iront d'ailleurs en visite au Parlement européen en 1992. La commission Champagne viticole, des articles vont paraître régulièrement dans la Champagne viticole sur les activités portées par la commission. Et la commission Club dégustation. Là-dessus, assez peu de choses retrouvées dans les archives encore, mais l'on sait tous que l'art de la dégustation est essentiel à la filière. Leur engagement se poursuit, toujours en faveur aussi du statut de conjoint collaborateur, pour toujours plus d'égalité de droits sur un dossier politique, la Coreva, la complémentaire volontaire de retraite, dont elle dénonce la subordination de l'adhésion des conjoints collaborateurs, majoritairement des femmes encore, à celle des chefs d'exploitation. Et jusque dans les années 2000, elles vont suivre ce chemin en travaillant à différents thèmes. La formation, le comportement du consommateur, la communication, la loi E20, la promotion du champagne, la MSA, les très petites exploitations, les problématiques de succession. Tous ces dossiers sont travaillés par les viticultrices. Par la suite, elles continueront sur son schéma, elles développeront aussi des outils pour venir en aide parfois plus concrètement aux exploitations, comme le mémo, le calendrier. Et en 2014 sera publié un hors-série de la Champagne viticole sur décès, divorce, incapacité, comment faire face. Elle propose désormais des écrits à disposition de tous les professionnels en guise d'outils. Les projets qu'elle porte, les solutions et les outils qu'elle développe ne sont pas au service des femmes, mais au service des exploitations. Mais il se trouve en effet que la plupart du temps, les femmes gèrent encore aujourd'hui, notons que cela change, l'administration, le bureau, les relations clientèle.
Nous avons fait le tour de ce qu'elles ont réalisé, mais je n'ai pas encore dit qui elles étaient. Eh bien, pour les pionnières, si je devais reprendre ce terme pour désigner les fondatrices, ce sont des femmes de leur époque, d'abord, et leur époque, les années 80, voit la femme travailler et toucher à des métiers plus valorisés et valorisants. Lorsqu'elles s'impliquent dans la commission féminine, elles ont déjà des projets dans leur exploitation, elles sont déjà présidentes d'une section locale ou engagées au sein du groupe des jeunes. J'évoque là en particulier les figures des premières présidentes. Celles qui s'engagent avec elles ont parfois quitté un métier pour retrouver leur mari sur l'exploitation. Mais il n'est pas question pour elles d'abandonner leur liberté, leur pouvoir de décision et les droits acquis auparavant dans un autre métier ou formation. Alors oui, elles exigeront un salaire pour ne pas disparaître et l'exploitation n'en sortira que plus prospère. Les années 80, c'est aussi une période où le champagne est en plein essor. Il y aura certes des crises encore à venir, mais il connaît une pleine expansion. Elles vont y amener un vent de liberté et de modernité. Aujourd'hui, pour beaucoup des membres actuels rencontrés, leur arrivée ou la reprise de l'exploitation est parfois tardive. C'est une des raisons pour laquelle elles rejoindront la commission. Il leur faut reprendre ou prendre contact avec le métier, le milieu professionnel et institutionnel du champagne. Ayant eu un autre métier et ayant voyagé au-delà de la Champagne, elles apporteront leurs compétences et regards critiques au service de leur exploitation, mais aussi et surtout au service des dossiers traités par la commission. Elles veulent rencontrer, dialoguer, proposer et conseiller. Et très vite, les compétences de chacune sont mises à profit pour intégrer telle ou telle commission du syndicat, ou pour développer tel ou tel dossier. Leur engagement syndical, lancé pour certaines d'entre elles, s'étend aussi parfois à d'autres institutions, comme par exemple dans les chambres d'agriculture. Alors évidemment, cela n'a pas toujours été facile, pas aussi facile que cela paraît dans la présentation aujourd'hui. Il y a des freins, et dans les comptes rendus de réunions et d'assemblées, on peut lire qu'elles déplorent en effet peu d'engouement de la part des viticultrices, et parfois dans les réunions même, quelques oppositions venant davantage des femmes elles-mêmes que des hommes sont notées, et ce, dès les années 80, 85, 88. Avec une exception toutefois dans l'Aube, où elles reçoivent un franc succès. L'engouement des viticultrices au bois est certain, et celles-ci réclament même une réunion par an dans leur secteur. Il y aura des dossiers qui ne passeront pas, mais toute action n'est pas nécessairement couronnée de succès. On est tenté de se dire que c'est avec les hommes qu'elles rencontrent des difficultés, mais cela ne ressort pas, ni dans les documents, ni lors des entretiens que j'ai avec elles aujourd'hui non plus, même si elles évoquent parfois quelques paroles malheureuses. Parce que l'enjeu pour elles n'est pas l'acceptation ou l'aval de leur père masculin, mais elles insistent l'engagement des femmes à prendre leur place. Une citation d'une des fondatrices l'exprime très bien. « Nous avions une petite soif de reconnaissance, au moins pour le travail fait sur l'exploitation, et nous voulions participer au débat syndical. » Mais il arrive que le mouvement s'essouffle, et aujourd'hui, il manque sans doute des assemblées régionales et une représentation en section locale. Les liens avec la base se sont distanciés. En découle alors un engagement moindre qui empêche le renouvellement des membres, un renouvellement qui est nécessaire pour maintenir une dynamique. Aujourd'hui, les femmes s'engagent dans la voie professionnelle viticole de plus en plus, et sans la retenue des générations précédentes qu'elles peuvent encore parfois ressentir. Elles s'engagent également dans des collectifs, comme par exemple les Fabuleuses, et le nouveau logo de la commission lui-même intègre et rend visibles les femmes dans toutes les activités de la profession. Et enfin, je voudrais saluer le lien avec le groupe des jeunes, lien que l'on a pu observer dans les différents syndicats agricoles. Aujourd'hui, le groupe des jeunes présente sur l'affiche de sa prochaine AG une fière et puissante viticultrice, et je crois savoir qu'il n'y a pas eu de connivence par rapport à ce qui nous réunit aujourd'hui. Mais la boucle est bouclée. La commission des viticultrices a contribué à rendre visibles et à rendre plus fortes les viticultrices de Champagne. Mais si l'engagement professionnel est fort chez les femmes désormais, il n'en reste pas moins que leur présence est encore trop timide dans les instances de décision. La commission doit continuer à être un tremplin pour les viticultrices vers un engagement dans le débat syndical, une participation au débat syndical. Elle doit pour cela reprendre contact avec son histoire et avec les viticultrices de Champagne. Il est peut-être temps de lancer une nouvelle enquête
Et cela démarre cette année, en 2022. Je vous remercie. Madame Aurélie Melin. Merci beaucoup Aurélie. Alors, d'ailleurs, puisque vous parliez de 2022 à l'instant, je vous propose de parler désormais des travaux en cours justement en 2022, grâce à Océane Minard-Carnero, que je vais demander de nous rejoindre ici sur scène, qu'on applaudit également pour l'encourager. Alors bonjour Océane. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes en 2e année de doctorat en sociologie au sein de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. C'est bien cela. On est bien d'accord. En fait, vous êtes lié au laboratoire CEREP, c'est-à-dire le Centre d'études et de recherche sur les emplois et les professionnalisations. Tout à fait. Voilà. Eh bien écoutez, on vous écoute. Merci. Hop, je ne sais pas si vous voulez le diapo. OK. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je souhaite vous remercier de me permettre d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je vais profiter de ce temps de parole pour tout d'abord me présenter à vous, mais aussi pour vous exposer les premières esquisses concernant l'étude EPIC-VIC qui se profile. Donc, me concernant, j'ai obtenu en 2018 une licence en STAPS, précisément en management du sport. J'ai poursuivi mes études avec l'obtention d'un master qui s'appelle donc le master EGALAPS, qui est un master sur les études de genre. Donc, ce master, il s'intéressait vraiment aux questions d'égalité et de discrimination dans le secteur sportif. Et donc, nécessairement, comme vous pouvez l'imaginer, étant passée par STAPS quelques années précédemment, je me suis forcément intéressée à la question des femmes, à la place des femmes et aux différentes discriminations qui en découlent dans le secteur sportif. Pour finir, depuis février 2021, j'ai débuté donc un travail de thèse en sociologie. Donc, l'idée à travers cette thèse, c'est vraiment donc, de saisir et de comprendre comment durer dans l'activité viticole champenoise, le tout au prisme des conditions de travail, des conditions de santé, mais aussi au prisme en fonction du modèle culturel, du statut, de l'âge et du genre. Donc, passons maintenant à la présentation de l'étude EPIC-VIC. Donc, EPIC-VIC, c'est l'acronyme de ce projet, aussi appelé Engagement professionnel et implication collective des vignerons et vigneronnes de Champagne. Donc, pour vous présenter assez globalement ce projet, il faut savoir qu'il se situe entre 3 partenaires, à savoir donc, tout d'abord le syndicat général des vignerons de Champagne, l'Université de Reims Champagne-Ardenne, mais aussi l'Institut Georges Chapaz et donc la Villa Bissinger. Concernant les membres de l'équipe de recherche, donc celle-ci est composée de Samuel Jules et de Emmanuel Leclerc, qui est d'ailleurs présente aujourd'hui, donc qui sont tous les deux professeurs des universités et donc co-responsables scientifiques sur ce projet. Il y a également Aurélie Melin, donc, qui est intervenue juste avant et qui est, je le rappelle, chargée de partenariat et de médiation recherche et patrimoine. Et enfin, moi-même, en tant que doctorante. Ce projet de recherche, il prend sa source dans un premier questionnaire donc, qui a été un petit peu abordé par Aurélie juste avant. C'est un questionnaire qui a été lancé en 1983. Oui, je n'ai pas modifié le diaporama, par la commission féminine donc, du syndicat général des vignerons. Donc, à cette époque, en fait, le questionnaire il était uniquement à destination des femmes qui étaient adhérentes au syndicat et avait obtenu seulement 57 répondantes. Donc, ce questionnaire, à l'époque, il s'intéressait à plusieurs aspects du travail des femmes et posait 3 questions majeures, à savoir sur quels aspects professionnels les femmes étaient impliquées au sein des exploitations, mais aussi sur quels aspects professionnels les femmes sont désengagées ou exclues au sein des exploitations. Et donc, pour finir, une 3e question, finalement, quelles sont leurs volontés en termes de professionnalisation et d'évolution professionnelle. Donc, concernant ce nouveau projet, ce dernier consiste en la réalisation d'une étude auprès de vignerons et vigneronnes implantés en Champagne afin de mieux saisir les spécialités de leur parcours, leurs spécificités de leur parcours professionnel, leur implication dans les instances professionnelles, la manière dont leur travail a pu évoluer au cours des dernières années, ainsi que la façon dont l'exercice du métier peut avoir un impact sur la santé. Donc, dans ce cadre général, une focale spécifique sera faite, vous l'aurez compris, sur la représentation et l'engagement des femmes dans les instances syndicales et politiques en Champagne. Donc, globalement, il permettra également d'actualiser de multiples informations relatives au travail vitivinicole et relatives à ces travailleurs et travailleuses.
Ce questionnaire, il sera véhiculé par le biais du syndicat général des vignerons à destination des hommes et des femmes travaillant dans le secteur viticole champenois, adhérents et non adhérents au syndicat général des vignerons. Il a pour ambition de toucher, nous l'espérons, entre 1000 et 2000 personnes et se découpe en plusieurs parties. Donc précisément, une première partie qui abordera la présentation du statut professionnel et la présentation de l'exploitation. Donc il y aura un module qui nous permettra de collecter des données socio-démographiques, mais aussi un module qui nous permettra de récupérer des informations concernant les caractéristiques des exploitations. Une seconde partie abordera le rôle au sein de l'exploitation et la perception de l'activité. Donc, il y aura un module sur le rôle au sein de l'exploitation et un module sur la satisfaction professionnelle et personnelle. Concernant la troisième partie, qui est nommée perception de l'état de santé, il y aura donc un module sur la santé au travail, un module sur l'état de santé en général et un module sur la perception de la douleur. Pour finir, une quatrième partie composera ce questionnaire qui s'intéressera à l'implication dans le syndicat général des vignerons et à la commission des viticultrices. Peut-être pour finir sur cette étude, donc le questionnaire il commence à être plutôt prêt, il va être véhiculé courant mars à peu près, et donc avec toutes les informations que je vous ai données juste avant, vous comprenez donc l'importance de répondre à ce questionnaire, ne serait-ce que pour actualiser les informations relatives à ces travailleurs et travailleuses. En complément de cette partie questionnaire donc, qui arrive prochainement, nous espérons également mettre en place des entretiens qualitatifs. Donc l'idée, c'est vraiment de sélectionner des personnes qui ont répondu au questionnaire pour vraiment approfondir en fait, certaines questions. Voilà. Donc je vous remercie pour votre temps et votre attention. Merci, on applaudit Océane Minard-Carnero, doctorante. Merci beaucoup, Océane. Merci infiniment. Alors, mesdames et messieurs, nous allons poursuivre cette Assemblée générale et vous le savez, comme prévu, dans quelques instants, nous allons entamer une grande table ronde avec 3 sujets que nous avons décidé d'y traiter. Le premier sujet, nous allons parler de la parité. Le deuxième sujet, ça sera la pénibilité. Et puis, nous terminerons avec les perspectives d'avenir. Mais juste avant, je tenais à vous donner 2 petites précisions. La première précision, c'est que cette Assemblée générale sera retransmise dès ce soir à partir de 18h30 sur la chaîne YouTube. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième précision, c'est que juste avant d'entamer cette table ronde, sachez qu'il y aura un temps d'échange tout à l'heure à la fin. Une fois que nous aurons terminé de converser sur les 3 sujets, il y aura un temps d'échange entre vous et les invités que nous allons recevoir d'ici quelques instants. Donc, surtout, si vous avez des questions, vous les notez bien dans un petit coin de votre tête. Et puis, donc, vous pourrez les poser tout à l'heure à nos 5 invités. Alors, je le disais, 5 invités, ce ne sont pas moins de 5 femmes actives au sein de la filière champagne que je vais vous demander d'accueillir sous vos applaudissements. Je vais leur demander de me rejoindre. Mesdames, je vous laisse entrer sur scène. Je vous laisse prendre place. Et puis, bien entendu, dans quelques instants, je vais vous présenter 5 profils complètement différents, vous allez le constater. Voilà. Alors, il y a une toute petite erreur de placement, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave du tout. On va faire autrement. Alors, le tout, c'est de... Voilà, vous voulez bien bouger ? Honnêtement, ça m'arrangerait. Ça ne vous dérange pas ? Allez, ça m'arrangerait. Alors, Christelle, qui était prévue ici... Voilà, vous allez voir, c'est le jeu des chaises musicales. Voilà, Carole, vous étiez à la place de Delphine. Voilà. Madame Paillard, vous étiez ici au milieu. Voilà. Madame Tétienne, à l'avant-dernière place. Et voilà. Voilà, très bien. Voilà, tout était inversé, mais ce n'est pas grave. Voilà, ça y est, c'est fait, ça va aller mieux. Alors, le tout est de remettre maintenant mes fiches dans l'ordre. Voilà, alors, on va commencer avec vous. Madame Christelle Rainville, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directrice du vignoble Tétinger. Votre carrière dans la filière vinicole débute en 1991, où vous êtes conseillère technique au CIVC, Comité Champagne, pendant presque 10 ans, hein, c'est bien cela. Ensuite, de 2000 à 2015, vous devenez directrice du vignoble Laurent Perrier. Et puis depuis, après avoir été directrice adjointe, vous êtes désormais directrice du vignoble du Champagne Tétinger. Quelles y sont vos différentes fonctions précisément ?
Bonjour à tous. Mes fonctions, c'est une fonction d'encadrement des équipes, encadrement de toute la partie stratégie vignoble, encadrement, gestion des budgets. Le vignoble, c'est 288 hectares répartis sur l'ensemble de la Champagne, donc différents secteurs à gérer. Rien que ça. En termes de salariés, dans les périodes les plus calmes, on est à 70 salariés. Ça monte jusqu'à 105 salariés à l'année, sans compter les vendanges, où là, on est plutôt 750-800 personnes. Et puis, je fais partie également du comité de direction. Ok, vous comprendrez, mesdames et messieurs, que nous parlerons aussi tout à l'heure de la gestion vie privée, vie professionnelle. Bien, nous continuons maintenant avec notre deuxième invitée, Madame Delphine Brulé. Delphine, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes gérante du Champagne Louise Brison. Et là, on peut le dire, c'est le département de l'Aube qui vient nous rendre visite. Alors Delphine, vous avez en poche un DUC de biologie, un diplôme national d'œnologie. Et puis, vous avez fait Bordeaux Sup, agro spécialité viticulture. Tout ça vous a permis d'effectuer des stages, entre autres aux États-Unis, mais également au Canada, je ne me trompe pas. Alors, mais en observant ensuite votre parcours, moi, j'ai constaté que vous accordiez finalement beaucoup d'importance aux échanges entre professionnels. Donc, vous devez être heureuse d'être ici parmi nous aujourd'hui. Vous nous en dites un petit peu plus sur ces collaborations entre professionnels ? Oui, j'appartiens à plusieurs associations ou plusieurs collectifs parce que je pense sincèrement que c'est à travers l'échange sur différents thèmes. Donc aujourd'hui, on parle de la femme, mais on peut parler technique, on peut parler de beaucoup de choses, qu'on gagne du temps. Donc c'est en échangeant, en partageant les problèmes, les solutions, qu'on avance plus rapidement. Donc je le fais au sein des Fabuleuses de Champagne, par exemple, où donc nous sommes 7 femmes vigneronnes, où on a créé un petit microcosme là, vraiment d'échange professionnel, familial, où on aborde tous les thèmes, où en fait on a réussi au sein de cette petite association à faire tomber pas mal de tabous et à se rendre compte qu'on a toutes les mêmes problématiques. Alors je dirais toutes et tous les mêmes problématiques. Donc voilà. On en reparlera tout à l'heure. En tout cas, on compte sur vous pour ces témoignages intéressants, bien entendu. Alors, témoignage intéressant, je suis sûr qu'elle en aura également. Je vous demande d'accueillir Madame Alice Paillard. Alice, vous êtes directrice du Champagne Bruno Paillard, qui n'est autre que votre papa. C'est bien cela, il est président et vous en êtes la directrice générale. Alors, vous avez effectué des études à Paris, à Venise, puis à Dijon. Ensuite, vous avez travaillé à Londres, ensuite à New York, tout ça dans le domaine des vins et spiritueux. Tout cela durant 2 ans, je crois. Et puis ensuite, en 2007, d'après ce que j'ai lu sur votre parcours, le plaisir, mais vraiment le plaisir de retrouver, on va dire, l'ancrage familial. C'est bien cela ? C'est exact. Bonjour. Et merci pour cette invitation. J'ai la chance, comme Delphine, de faire partie de certains collectifs aussi, et c'est toujours un plaisir d'échanger. Donc j'ai beaucoup apprécié l'exposé du début de matinée. Oui, effectivement, mon histoire, jusqu'ici, puisqu'elle est loin d'être terminée, évidemment, c'est l'histoire d'une transmission plutôt sereine et qui s'est fait dans le temps. C'est aussi un point intéressant parce que j'ai d'autres collègues et amis pour lesquels parfois les choses ont été plus brusques. Dans notre cas, c'est une transmission qui s'est faite progressivement, mais j'ai eu besoin, effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir partir et la chance de pouvoir revenir. Voilà, c'est deux chances. Et puis de pouvoir me former depuis 2007 très progressivement. Transmission générationnelle. Voilà, et puis de métier, pour ensuite reprendre la direction de la maison en 2018. Oui, tout à fait. Très bien, merci. On vous retrouve tout à l'heure, bien entendu. On continue les présentations, mesdames et messieurs, avec Madame Alice Tétienne. Alice Tétienne, vous êtes chef de cave et directrice du vignoble de la maison Henriot. Alors, merci d'être là. Bonjour. Alors, Alice, lorsqu'on observe votre cursus, BTS viticulture œnologie, licence des sciences de la vigne, master vigne et terroir, master vin et champagne et diplôme national d'œnologie, eh bien, je ne pense pas me tromper en disant que vous avez souhaité découvrir non seulement le côté terroir, le côté scientifique, mais aussi un tout autre secteur, celui de la communication. Bonjour à tous. Effectivement, je pense que la polyvalence est une dimension importante dans notre filière.
Donc j'ai du coup parcouru les différentes facettes de la filière. On a un rôle d'un point de vue technique de compréhension du viticole de manière à pouvoir remplir nos fonctions d'un point de vue œnologique, et la communication pour mettre en valeur notre belle région, notre belle appellation est nécessaire et fondamentale également. Donc voilà, aujourd'hui je suis dans des fonctions polyvalentes. Je gère le vignoble, je gère l'œnologie et évidemment on a un rôle de communicant en tant que chef de cave. Alors je tiens juste à préciser que je ne suis pas la première femme dans l'histoire de la maison Henriot dans laquelle je travaille aujourd'hui, puisque cette maison a elle aussi été fondée par une femme, Apolline Henriot, en 1808, qui était également veuve à l'époque. Et il y a d'autres femmes qui ont eu une importance forte dans l'histoire de la maison Henriot, notamment Marie Marguet, qui en 1880 a apporté son vignoble de la Côte des Blancs à la maison Henriot, et le vignoble est devenu la maison en fait est devenue la maison Henriot Marguet. Donc voilà, c'est un bel hommage aux femmes, je pense, au sein de cette maison. Et ayant lu votre parcours, je sais que vous tenez vraiment sincèrement à continuer cette philosophie de la maison Henriot. On peut parler de philosophie. Tout à fait, la philosophie est importante. Il est important de respecter à la fois l'aspect patrimonial d'une maison, la philosophie, la vision, son ancrage de personnalité et identitaire. Et donc mon rôle, c'est de perpétuer cela aujourd'hui. Allez, nous terminons les présentations avec Madame Carole Doyard. Carole, bonjour, merci d'être là avec nous. Vous êtes viticultrice à Vertus, vous représentez le champagne Doyard Mahé, exactement. Alors Carole, vous allez nous en dire plus dans quelques instants, en tout cas on y compte bien, mais comme toutes ces dames ici présentes, vos journées ont l'air d'être bien occupées, mais vraiment bien occupées, parce que quand j'observe tout ce dont vous avez la responsabilité, à mon avis vous ne devez pas vous ennuyer, mais ça on le devine bien. Et puis on peut dire également, vous aussi vous travaillez en famille, notamment avec cousine et tante, je ne me trompe pas? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. J'ai bien retenu. Donc, on est vraiment une petite entreprise familiale de 6 hectares sur Vertus, et j'ai eu la chance que mon papa m'ait tout enseigné au fur et à mesure depuis 2005, après la reprise des études au lycée viticole d'Avis, parce que moi j'étais plutôt talon aiguille commercial. Et j'ai tous les jours la même passion qu'il a pu l'avoir, et je l'ai découvert sur le tard. Et alors maintenant, ça fait déjà plus de 15 ans que je suis revenue sur l'exploitation, plutôt sur la partie commerciale au départ. Et puis, d'année en année, la viticulture avec le concours de taille. Et puis maintenant, c'est toute l'œnologie. Donc, je m'occupe de la partie vignoble, gestion du vignoble. De la partie vinification, champagnisation, export. Et effectivement, on est vraiment une équipe féminine à la maison. J'ai ma super bras droit qui est ma cousine. Alors j'aurais eu un cousin peut-être, mais c'est une cousine qui est extraordinaire. Et ça se passe très bien. Ça se passe très 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 bien. On est très très soudés, et c'est une vraie force aujourd'hui que de se retrouver toutes les 4, et ça se passe bien. Je vous en parlerai tout à l'heure. Bien, vous le constatez, messieurs, dames, hein, on l'a dit, 5 invités, mais avec des profils différents, ce qui promet évidemment un débat, et je compte sur vous, mesdames, pour animer cette grande table ronde en répondant à nos différentes questions. Alors, le premier sujet dont je voulais ouvrir avec vous, on l'a dit tout à l'heure, c'est la parité. C'est la parité. Alors, si ça veut bien fonctionner. Voilà, ça y est, c'est parti. La parité, et j'ai commencé les présentations avec Madame Rainville, on va continuer avec vous, Christelle, on va commencer avec vous, en vous parlant de la parité, avec une question importante. La parité, est-ce un besoin ou est-ce un frein dans une entreprise, ou est-ce même une nécessité ? Alors, la parité, c'est un sujet toujours extrêmement complexe, parce que ne jamais en parler ne fait pas avancer les choses, et trop en parler agace souvent et fait peur aux hommes. Moi, je pense que la parité n'est pas un besoin, parce que c'est avant tout les compétences qui doivent créer. Les personnes qui travaillent doivent avoir les compétences pour le faire. Ce n'est surtout pas un frein. Pour moi, c'est plutôt une force. C'est plutôt quelque chose d'extrêmement puissant, un échange, une force, une énergie, parce que c'est dans les échanges, le partage et la complémentarité de nos spécificités, de nos caractères, que les hommes et les femmes ont plutôt à travailler ensemble pour être plus efficaces,
apporter plus d'énergie, peut-être voir les choses un petit peu, enrichir les idées, enrichir les visions. Être complémentaire. Être complémentaire, apporter un équilibre et sans doute arriver à des réussites encore plus fortes à deux que soit les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Enfin, moi, j'ai un parcours professionnel qui a toujours été très enrichi par les hommes, parce que beaucoup d'hommes m'ont fait confiance et c'est une chance pour moi. Donc voilà, moi je vois ça plutôt comme vraiment une force, comme vraiment une chance. Une chance. D'accord. Vous vous apportez mutuellement, hommes et femmes. Exactement. D'accord. Après, je pense qu'il y a une différence entre nos familles professionnelles. Sans doute que dans les exploitations viticoles, c'est peut-être un peu plus dur pour les femmes parce que l'unité de travail est la famille. Dans les maisons, comme les nôtres, les maisons de négoce, l'unité de travail, c'est l'équipe. Il y a moins d'affect. Et peut-être que les femmes ont eu plus facile à prendre des places et des responsabilités pour ces raisons-là. D'accord. Je voulais laisser parler maintenant, je voulais laisser la parole à Alice Tétienne. Alice Tétienne, je voulais notamment que vous nous parliez d'une anecdote que vous avez vécue. C'était en 2008, c'était au lycée viticole Avise Campus, je ne me trompe pas, sur justement une recrudescence un petit peu des inscriptions féminines, on va dire. Alors effectivement, on voit une évolution d'une manière générale de la présence féminine dans notre filière et notamment sur les métiers historiquement plutôt masculins. Et ça passe évidemment par les bancs de l'école où la transition a lieu également. Et j'arrive à Avise moi, en 2008. Je passe mes entretiens pour intégrer le BTS viticulture-œnologie et le directeur de l'époque me dit « mais c'est incroyable, cette année on a un nombre de candidatures féminines jamais vu, et c'est bien, c'est bon signe, la Champagne se modernise, etc. » Donc c'était un élément intéressant. Du coup, je me suis rapprochée du lycée viticole, j'ai demandé un petit peu les chiffres. Et effectivement, avant 2008, on avait à peu près entre 10 et 15% de présence féminine dans les promotions du BTS viticulture-œnologie. Et après 2008, on est passé à 30%. Alors, ça reste encore minoritaire, bien sûr, mais c'est déjà oui, c'est le double. Alors, vous me direz, c'est facile, si on passe de 1 à 2, voilà. Oui. Mais c'est quand même significatif. Et on n'est pas à la parité, mais on voit qu'il y a quand même une transition. Et ça fait du bien. Je pense qu'il n'est pas une nécessité, pour revenir à l'aspect parité, il n'est pas une nécessité qui est parité. Mais en tout cas, si on veut voir le paysage du ratio homme-femme dans les métiers de la viticulture et de l'œnologie, bah, ça doit passer aussi par le cursus scolaire, les formations existantes, etc. Donc voilà, c'était un élément. Après, pour poursuivre sur la parité, je ne pense pas que ce soit un besoin. C'est plus une question de diversité d'individus qui est importante, une diversité de personnalités, de caractère, de compétences aussi, qui va faire la richesse de la filière, plus qu'une diversité de genre, même si évidemment cette diversité-là, elle passe aussi par le fait d'avoir quand même une hétérogénéité de genre. Bien entendu. Et donc, il vous a parlé, ce directeur, de modernisation, c'est ça? Exactement. C'était synonyme. Exactement. Alors, à l'époque, je ne m'étais pas forcément posé la question de est-ce que c'est masculin, est-ce que c'est féminin. Voilà, j'avais juste envie d'intégrer cette filière. Mais ces échanges-là m'ont marqué, en fait, c'était Monsieur Bonsoeur à l'époque. Et ça m'avait marqué. J'avais trouvé ça intéressant, cette vision de la filière. Où lui disait c'est incroyable, c'est bien, la Champagne en a besoin. Donc on avait un petit peu échangé là-dessus. C'était une grosse partie de notre entretien et ça montrait déjà, à mon avis, une transition et une évolution des sujets abordés dans la filière. Et la preuve que ça vous a marqué, que ça prouve bien que vous avez vraiment votre place ici parmi nous aujourd'hui. Je voulais continuer justement un petit peu avec le même sujet avec Delphine Brulé, puisque vous aussi, il y avait des effectifs féminins, notamment lors du diplôme national d'œnologie, le DNO. On vous écoute là-dessus. Oui, moi j'ai passé mon DNO entre 2004 et 2006, donc ça fait quand même déjà un petit moment. Nous, on était déjà 50% de filles dans ma promotion. De divers horizons, enfin plutôt diverses origines, des filles qui se destinaient à reprendre le domaine familial, mais pas que. Et en soi, dans cette promotion, ce qui nous drivait tous, c'était plutôt la passion qu'on avait pour le vin, cette passion en commun.
cette envie de découvrir, de voyager, d'échanger. Et à aucun moment pendant ces 2 ans, toutes, on a ressenti une scission de genre. On était vraiment tous là pour la même chose. Voilà, la découverte du vin. D'accord. Carole, on disait tout à l'heure, vous avez une équipe exclusivement féminine, hein, vous ne travaillez qu'entre femmes. Alors là aussi, je voulais avoir votre avis. Il va être intéressant, évidemment, puisque là, évidemment, vous travaillez qu'avec des filles. La parité. Vaste sujet. Alors, j'ai pas fait du tout des entretiens en disant je ne veux pas d'hommes. La vie a fait que j'avais un tractoriste, il est parti, donc organisation différente. J'ai une salariée viticole qui fait les travaux également un petit peu plus difficiles comme la tarière. On a une équipe féminine sur l'exploitation pour la réception clientèle et la partie administrative, effectivement. Mais la parité, je fais partie également de la section locale de Vertu. La parité, je suis d'accord, c'est pas une fin en soi, c'est être à sa bonne place au bon moment et apporter quelque chose de positif. Moi, ce que je souffre un petit peu de cette parité, dans le sens où voilà, j'ai fait des essais de couverts, je fais des essais de couverts végétaux, de thé de compost, et là en face, la parité n'est plus du tout reçue. Puisque j'ai l'impression qu'il y a fermeture parce que je suis une femme. Et du coup, voilà, on ne va pas se déplacer pour voir, alors que je parle de couverts, je parle de viticole. Et là, je trouve ça un petit peu dommage. Alors la parité, je ne suis pas contre du tout, hein, parce que je pense que tout le monde a sa place partout. Mais que ça ne soit pas, quand je vois des instances où il faut 50% de femmes, 50% d'hommes, il faudrait que ça soit pareil aussi à la sortie de l'école, dans les travaux des tâches, parce qu'effectivement, le midi, c'est voilà, on s'attend à ce que maman fasse à manger, et c'est ça, c'est la parité. Il faudrait l'étendre. Mais dans les exploitations viticoles, aujourd'hui, on trouve de plus en plus de femmes. Il y a moins de fusion également des domaines viticoles qu'avant aussi. C'est une évolution, je pense, due au changement de vie de chacun et de chacune. Il y a plus de séparation. Les exploitations, ben voilà, si j'avais eu un frère... je l'aurais peut-être fait monter sur le tracteur plutôt qu'autre chose, alors que c'est complètement ridicule. J'ai une superbe sœur qui me donne entièrement sa confiance également. Il y a ça aussi, c'est le soutien derrière d'une confiance absolue, et ça c'est très très important parce que le moral y joue, tout y joue. Donc la parité, oui, mais non. D'accord, on aura bien compris. Alors maintenant, je voulais laisser la parole à Madame Paillard. Je rappelle que vous êtes directrice du Champagne Bruno Paillard. Je voulais vraiment avoir votre avis parce que quand on ne va pas se le cacher, nous avons préparé évidemment cette assemblée. Vous avez notamment parlé de parité positive. Non, mais je crois qu'on est tous convaincus que la clé, c'est la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Bon, voilà, ça c'est l'idéal quand on travaille en équipe et même en famille. Néanmoins, j'étais frappée en écoutant ce matin attentivement Aurélie Melin dans sa restitution historique de voir que, eh bien, il y a eu des mains tendues, il y a eu des challenges encore aujourd'hui par le SGV, vous disiez Sophie, des hommes qui ont un peu provoqué, qui ont dit allez, faut bouger, faut y aller. Donc on voit bien quand même que, bien parfois il faut un peu de contrainte. Enfin, c'est pas le bon mot, mais il faut quand même parfois une dynamique qui nous encourage. Je dis pas simplement nous femmes, mais qui nous encourage en tant qu'entreprise et sociétalement à nous bouger un petit peu plus, à sortir un petit peu de nos habitudes, même si cette question finalement de la parité, c'est une question de quota et que personne n'aime, je crois, aborder les choses sous cet angle. Mais enfin, si on regarde les choses en face, il y a quand même une question. Carole, tu parlais aussi de retrouver à la sortie de l'école et puis ensuite dans les postes à responsabilité. On le sait, ce n'est pas du tout propre à notre secteur uniquement. Hein. On sait que dans le monde de l'entreprise, on peut même regarder les études d'ingénieurs, par exemple, il y a énormément de femmes diplômées. Et puis, à mesure qu'on avance, eh bien voilà, c'est en rien une condamnation de notre industrie que de dire cela. C'est simplement un fait. Et
contrairement, moi je suis assez convaincue aujourd'hui que ce n'est pas qu'une histoire de confiance en soi, comme on l'entend souvent. On entend parler du plafond de verre, on entend... Voilà, bien sûr, c'est fondamental, la confiance en soi, tout commence par ça. Mais je crois aussi que c'est peut-être que certaines femmes qui auraient confiance en elles et qui auraient la capacité à prendre certaines responsabilités, peut-être font le choix de ne pas les prendre, peut-être parce que la manière dont elles s'exercent aujourd'hui ne leur correspond pas. Et quelque part, ça pose la question de la manière dont fonctionne l'entreprise. Là, je parle vraiment très largement de l'entreprise, hein, je ne parle pas spécifiquement d'une exploitation viticole ou d'une maison de champagne. Et je pense que quelque part, notre génération de femmes peut se poser ces questions-là, accepter dans des postes à responsabilité de faire peut-être un petit peu différemment, de travailler en équipe avec des règles parfois différentes, d'avoir des process décisionnels un peu différents, des organisations du travail un peu différentes. Je suis loin, en tant que Champagne-Breno-Paillard, d'y être, parce que nous sommes donc une équipe d'un petit peu plus de 30 personnes. Nous avons aussi un vignoble, donc nous avons une partie d'exploitation, 10 personnes qui sont en exploitation vraiment viticole, et puis ensuite, je dirais grosso modo, dans l'autre vingtaine de personnes réparties entre la cave, la cuverie et puis l'administratif et commercial. Et chez nous, je vois aujourd'hui que, bien sûr, les postes vraiment de production sont 25% de femmes, sur les postes administratifs et commerciaux sont 65% de femmes, et sur les postes d'encadrement, il y en a 4, 2 sont pris par des femmes, dont moi. donc voilà, je trouvais ça intéressant de me poser déjà la question chez moi, comment ça se passe, et puis de partager quelques chiffres, si Christelle ou si d'autres peuvent le faire. Donc il y a du chemin, bien sûr. Et notamment, je me retrouve aussi parfois à dire, là, il y a peut-être une femme qui est trop seule dans son équipe, ou parfois, au contraire, il y a aussi un homme qui est trop seul dans son équipe. Oui. Voilà. Mais ce que je voulais dire aussi, simplement, c'est que ma conviction, en fait, c'est que la parité, c'est bien de l'avoir en ligne de mire et c'est bien d'y tendre. C'est un des critères dans la décision, mais évidemment, si c'est le critère, on prend des mauvaises décisions, je pense. Pour autant, je le vois surtout, moi, comme une opportunité. Voilà. Oui. Je pense que c'est une opportunité pour l'entreprise de s'enrichir, d'élargir sa vision, parce qu'on dit toujours il y a plus d'idées dans 2 têtes que dans une, et il y a aussi plus d'idées dans deux genres ou 2 sensibilités que dans une. Et quelque part à se connecter aussi au monde tel qu'il est et à nos clients finalement, parce que voilà, l'entreprise elle est aussi là, voilà, on fait le lien du vignoble à l'élaboration, aux clients, et quelque part plus cette parité est vécue dans l'entreprise, plus il me semble que l'entreprise a de chances de se vitaliser, de s'ouvrir et de se connecter à son siècle, quoi. On le disait, votre papa, il est devenu président maintenant du Champagne-Paillard. Alors justement, puisqu'il vous a transmis et que vous êtes maintenant la directrice générale de ce domaine, là aussi, c'était une confiance qu'il vous a laissée complètement, puisque vous aviez en tant que femme un avis et des processus différents. Et je rejoins Carole, mon père, mais aussi mes frères et sœurs, puisqu'on est une fratrie de 4. Donc, dans les histoires familiales, voilà, je disais, il faut du temps, et c'est des choses qui sont... Parce que c'est une façon de voir différente de votre papa, de toute façon. Oui, c'est un fait. Mais enfin, il n'avait pas beaucoup de choix, dans le sens où nous sommes 3 sœurs et un frère. Donc déjà, ça fait 40 ans qu'il se dit qu'il y a quand même une probabilité. Il a eu le temps de se préparer psychologiquement. Il est habitué. Là, je le dis avec beaucoup d'humour. C'est quelque chose que j'ai toujours senti comme possible. J'ai jamais senti cette difficulté-là, mais certainement qu'il est pragmatique et qu'il a tout de suite vu que sur ses 4 enfants, il avait 3 filles. Bon, voilà. Donc, mais c'est aussi bien pour mes sœurs que pour moi. J'ai jamais senti, ça a toujours été possible, absolument. Tout en étant, je sentais aussi, tout en sachant que ça allait. Est-ce que c'était un cadeau pour une femme? Oui. Est-ce que c'est un cadeau pour une femme? Ça peut paraître... je ne voudrais pas sembler très enfant gâté de dire ça, mais simplement par rapport à l'entreprise, au rôle de dirigeant dans l'entreprise, c'est aussi il faut le vouloir et il faut l'assumer.
Alors justement, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que justement vous avez la réponse à cette question? Est-ce vraiment un cadeau? Ah ben, la réponse, elle s'écrit tout au long d'une carrière, je crois. D'accord. Mais en tout cas, c'est absolument passionnant. Et non, c'est passionnant, c'est passionnant. Et je dis souvent que j'étais très heureuse de revenir en Champagne parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire dans cette maison. Si tout avait été terminé, je ne sais pas si j'aurais eu le même enthousiasme. Voilà. On est bien d'accord. Madame Rainville, vous vouliez intervenir, je crois. Oui, peut-être pour compléter, pour donner un petit peu de chiffres, dans nos structures, dans une maison comme Champagne-Tétinger, donc sur les 240 personnes dans l'entreprise, la parité est présente aussi bien sur le nombre que sur le niveau de salaire également, puisqu'on peut parler aussi des disparités salariales entre les hommes et les femmes. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Ça, c'est pas négligeable. Donc, et puis, moi, je vous ai dit tout à l'heure que je faisais partie du comité de direction. Au comité de direction, il y a 4 femmes, 4 hommes. Donc, c'est la parité parfaite. Et ce n'est pas forcément par volonté politique de respecter la parité. Oui, c'est que, en fait, je suis dans une structure où la parité n'est pas un sujet. C'est naturellement que les hommes et les femmes prennent leur place. Après, si je prends le cas du vignoble, donc je vous ai donné tout à l'heure un petit peu des chiffres. En fait, les femmes sont un petit peu moins présentes au vignoble que dans d'autres structures. Donc sur la période végétative, on est à plutôt 20% de représentativité des femmes, ce qui est peut-être un peu faible. Mais par contre, dès qu'on est sur la période relevage-palissage, là tout de suite on remonte puisqu'on est autour de 35 à 40%. Ah oui. De présence féminine. Et dans les postes occupés, dans le monde ouvrier, nous avons des femmes. Là où je regrette aujourd'hui le manque de postulantes, c'est plutôt sur des postes comme tracteuriste, où là nous n'avons aucune femme et je ne reçois aucun CV de femmes, alors que j'aimerais bien moi avoir dans mes équipes des femmes qui montent sur les tracteurs. Et puis sur les postes aussi d'encadrement intermédiaire, sur les postes d'encadrement intermédiaire, contremaître et chef de secteur, j'ai une femme contremaître, mais sinon ce sont tous des hommes. Donc là, peut-être, je ne sais, est-ce que c'est un manque de confiance, est-ce qu'elles n'osent pas postuler, je ne sais pas, mais voilà, c'est un peu, ça donne un peu une image, une photo un peu de ce qu'on peut rencontrer dans nos entreprises. Alice Tétienne, votre réaction, votre avis? Alors, c'est plutôt un apport de chiffres également pour donner encore un autre schéma d'une maison. Donc, nous, on est une trentaine de personnes Champagne-Henriot et puis une cinquantaine si on inclut les équipes, notamment commerciales, qui travaillent également pour les autres domaines du groupe. Mais je pense que c'est important de les inclure parce que ça reflète mieux l'ensemble de l'organisation. Et en l'occurrence, on a 45% de femmes et 55% d'hommes sur le global. Ce chiffre, il s'explique évidemment par la forte proportion masculine au sein des équipes opérationnelles et techniques. Donc sur la partie prod, vignoble, voilà, on a là pour le coup 85% d'hommes et seulement 15% de femmes. Alors c'est pas que l'entreprise soit contre recruter des femmes, bien sûr. Mais c'est comme ça. Aujourd'hui, par exemple, on est en processus de recrutement sur un poste vignoble. On a à peine 10% de candidatures féminines. Et puis derrière, ça laisse du coup beaucoup plus de candidats hommes à rencontrer, et donc beaucoup plus de chances aussi que ce soit un homme qui soit recruté. Donc c'est plutôt une réalité du présentiel et des candidatures et des hommes sur le métier, quoi. Oui, allez-y, je vous en prie. Ce que j'ai oublié aussi, c'est que j'ai une présidente, donc, Vitalie Tétinger, à qui Pierre-Emmanuel et qui est la présidente. A cédé la maison. Oui. Delphine Brulé, même sentiment dans le département de l'Aube, chez vous? Je ne sais pas si c'est très différent dans le département de l'Aube. Je ne crois pas. Non, moi j'ai une grande chance d'avoir été éduquée dans une cellule familiale où la place de la femme a toujours été très importante, le partage des tâches. Donc, bon, pour le trait d'Alice tout à l'heure, nous on est 2 filles aussi, donc finalement il n'y avait pas trop le choix. Oui. Mais non, moi
J'ai toujours aimé travailler avec mon père, le voir construire, le voir dans l'investissement, dans l'effort, dans la communication de sa passion. Ça n'a jamais été un poids. On m'a jamais dit « tu seras œnologue, tu reprendras le domaine ». Ça a vraiment été quelque chose qui s'est fait naturellement, La transmission s'est faite au fur et à mesure. Exactement, toujours dans le respect de l'autre, de l'humain. Enfin, et donc, quand je suis rentrée sur le domaine en 2006, moi, mon père m'a donné les clés du vignoble. Lui, c'est plutôt un globe-trotteur. Il aime rencontrer du monde et découvrir des cultures, échanger. Donc, il m'a dit, ben voilà, tiens, tu fais. Alors, j'ai fait beaucoup d'erreurs, surtout. J'ai beaucoup appris de mes erreurs. Il faut être prêt pour être appris. En tout cas, je me suis j'ai construit mon expérience professionnelle avec notre équipe. Ma difficulté majeure, ça n'a pas été de faire des erreurs. On n'est jamais ravi, mais quand on voit qu'on peut avancer et qu'on ne les reproduit pas, c'est quand même intéressant de se construire comme ça. En revanche, moi, je suis rentrée sur une équipe qui était là depuis 20 ans, 25 ans, et c'était plutôt des personnes qui m'avaient, alors des hommes, ça c'est sûr, mais qui m'avaient connue toute petite. Et là, j'ai pas eu de choc générationnel avec mon père, mais j'ai eu un choc générationnel avec mes salariés, qui sont mes salariés aujourd'hui encore, parce que ils me voyaient absolument pas comme le boss. Et comme Alice, moi je suis pas rentrée en 2006 en étant le chef. Hein. Mon père était pas en retraite. On a eu une transition qui a été très douce aussi pour la famille, mais finalement qui a été assez brutale pour nos salariés. Et justement, les choses ont évolué dans le bon sens. Vous sentez une évolution avec vos salariés ? Pour certains, ça s'est fait un peu dans la douleur. Hein. Oui. Non, je pense qu'on parlait de confiance en soi tout à l'heure. Mon père m'a communiqué cette confiance en moi. Je disais encore hier, la confiance en soi, c'est pas forcément de savoir tout faire tout le temps. C'est aussi faire des erreurs et apprendre de ses erreurs et se construire à travers l'expérience. Faire de son mieux. Donc, moi, quand je suis rentrée sur le domaine, j'ai eu un parcours, vous en avez parlé tout à l'heure, qui est vraiment dans la production, mais dans la production intellectuelle. Je n'ai jamais eu dans mon parcours de production manuelle, à part les quelques stages que j'ai pu faire en vinification, mais c'était plutôt pour aller apprendre l'anglais à l'étranger et voir comment on faisait du vin ailleurs, que réellement apprendre à faire du vin chez nous et de la vigne. Donc, mon objectif, c'était m'intégrer à l'équipe, apprendre à tailler, voir comment je pouvais maîtriser en fait toutes les tâches de base pour pouvoir après les faire évoluer. Et c'est en fait parce que quand on suit les gens et qu'on acquiesce, forcément tout se passe bien. Et c'est quand j'ai voulu faire évoluer les techniques à travers toutes les formations que j'ai pu avoir. Moi, je suis plutôt passionnée d'environnement, donc pour moi, mon objectif, c'était de transmettre, d'arriver à la viticulture biologique au sein de l'exploitation. Oui, on en reparlera tout à l'heure. Voilà, un clash de mentalité pour certains. Et là, il a fallu que je me forme énormément pour apporter du crédit au changement que je voulais avoir au sein de l'exploitation. Là, ça a été franchement pas simple. Est-ce qu'une parmi vous a, par exemple, dans l'entreprise, un pourcentage d'effectifs, non, entre hommes et femmes, Alice, peut-être? Moi, je l'avais dit tout à l'heure sur les. En fait, je l'ai pas fait au global, je l'ai fait par fonction parce que c'est là que ça me paraissait le plus pertinent. Mais 25% de femmes en production, 65% en administratif et commercial. Ok, voilà, c'était donc le thème de la parité. On va changer de thème dans quelques instants, on va parler de pénibilité, mais je crois qu'on peut déjà applaudir ces 5 témoignages qui étaient très intéressants, voilà, et qui nous ont permis donc de parler de ce sujet important. Alors, nous allons donc continuer cette assemblée avec le deuxième sujet. Et quel sujet? La pénibilité. On va parler de pénibilité physique, on va parler également de charge mentale, avec là aussi grâce à vos témoignages, et je compte sur vous évidemment pour nous les apporter. Et je vais commencer, là on va inverser, on va commencer avec Carole Doyard avec cette question. Parler de pénibilité physique quand on est une femme dans le milieu vitivinicole, est-ce vraiment légitime ? C'est une bonne question, merci de l'avoir posée. Voilà, je vais dire oui, mais non, parce qu'un homme, s'il a la corpulence que moi j'ai, il en subira également cette pénibilité. Voilà, après 15 jours en cuverie, à porter des tuyaux, à ouvrir des portes, à fermer des portes, à monter aux échelles, à faire attention à ne pas glisser, que ce soit moi ou que ce soit un homme, je ne pense pas que la pénibilité sera différente. Alors effectivement, il y a toujours cette histoire de joint de porte un peu difficile, mais et puis cet ego à pas demander. C'est effectivement des fois
oui, elle est un petit peu plus présente. Mais elle est plus présente parce que derrière, il y a toujours cette vie de femme qui nous attend et qu'il faut assumer. Maintenant, je parlais de ma salariée qui est dans les vignes. Il y a besoin de faire de l'entreplantation, il y a la tarière. Mais voilà, on ne va pas faire une semaine de tarière, on va faire une journée ou une matinée. On s'organise différemment et on réfléchit différemment. Voilà, c'est vraiment ça. J'ai donc également... C'est-à-dire, excusez-moi. C'est-à-dire que voilà, comme je vous expliquais, on va pas faire détailler, oui. une semaine entière de trous avec une tarière pour faire des trous dans le sol. Parce qu'elle fait 1m60, moi je suis derrière, je vais la perdre. Et c'est un élément qui est très important et une vraie travailleuse. Donc je vais ménager pour que ça se passe dans des bonnes conditions. Pour les dégorgements, on essaye de faire des dégorgements de 5-6 000 bouteilles plutôt que d'en faire un gros de 10 000 bouteilles où à la fin, tout le monde a une tendinite, tout le monde a mal au poignet. Voilà, c'est ça aussi, c'est penser différemment pour que ça se passe bien, pour que tout le monde s'y retrouve. Alors effectivement, il y a des douleurs, mais je regarde ma cousine parce qu'on a fait un gros dégorgement. Mais il y a des douleurs, mais je pense qu'un homme aurait eu les mêmes. Alors peut-être qu'il se plaindra pas, mais nous aussi on ravale, hein, on ravale parce que mon Dieu, il faudrait surtout pas le dire. Mais c'est, je pense qu'elle est normale. Elle est normale parce qu'on a décidé d'avoir des travaux qui sont aussi manuels, où il faut se poser de temps en temps pour. Oui. Voilà, tout est question d'organisation. Tout à fait. Effectivement, hier, j'étais en pleine préparation de mon cirage. Ça colmate le sucre. Je ne vais pas arriver avec une grosse pale, avec mes gros muscles. Non, je réfléchis 2 secondes. On va aérer, on va refouler, on va... Voilà, on se pose et on réfléchit. Voilà, ce que ne ferait peut-être pas un homme, de réfléchir. Si, mais différemment. Mais différemment. J'ai pas dit ça, hein, mon Dieu. Non, absolument pas. Non, j'ai pas dit ça. Différemment, parce qu'on connaît nos limites, peut-être plus. Maman m'a toujours appris à faire 2 petites bêches plutôt qu'une grosse et d'être bloquée ensuite. Bon. Delphine, je reviens vers vous. Pour cette pénibilité physique. Alors là aussi, est-ce légitime d'en parler? Et puis, est-ce qu'il y a des moyens, on vient un petit peu d'en converser avec Carole, mais est-ce qu'il y a des moyens de contourner cette pénibilité? Alors oui, il est légitime d'en parler, particulièrement dans notre métier, parce que c'est un fait. On a... Vous pouvez vous rapprocher de la MSA. Hein. On a des courriers qui concernent l'attention qu'on va porter à la pénibilité des travaux diverses et variés au vignoble, la torsion, les ports de charge, etc. Donc, encore une fois, la pénibilité n'est pas genrée. Elle est pour tout le monde. Oui. Donc, elle n'est pas limitante non plus. Carole en parlait, on arrive à trouver des astuces. Une fois qu'on arrive à une limite de force physique, il ne faut surtout pas essayer d'aller au-delà en forçant. C'est là où vous allez essayer de contourner. On va contourner, donc on va se rapprocher, on va réfléchir. Hein, on va se poser 5 minutes et on va réfléchir et on va trouver des astuces. Enfin, par exemple, moi, je m'occupe de tout le travail du sol sur le domaine. Donc, forcément, il y a un enjambeur, il y a des charrues, il faut les démonter, il faut les remonter, les démonter, les remonter, etc. Donc, une fois qu'on a essayé de porter une charrue une fois, on voit vite que ce n'est pas la solution. On est bien d'accord. Donc, moi, je me suis rapprochée de mon mécanicien agricole qui m'a soudé un bâti avec des roulettes et que j'approche, que je glisse. Voilà, c'est fait. Oui, y a pas de, c'est simplement une adaptation. Et donc, ces limites, elles sont là, elles sont réelles, mais elles sont aussi faites pour être repoussées et repoussées intelligemment. C'est pour être vraiment dans le concret. Moi, j'ai une boulonneuse déboulonneuse pneumatique pour éviter de m'éreinter à serrer et desserrer. Voilà, donc c'est en fait des petites astuces qui sont à la portée de tout le monde. Je peux vous garantir, mon mari il l'utilise, les boulonneuses pneumatiques. Donc voilà, et puis de l'entraide. C'est vrai que par ego, parfois il nous écoute, non? Peut-être. Par ego, on hésite à demander de l'aide, mais il faut demander de l'aide. Au contraire, je pense qu'en demandant de l'aide, c'est pas avouer sa faiblesse, c'est faire preuve d'un besoin de travail en équipe. Et ça, c'est nécessaire.
complémentarité, encore une fois. On en parlait tout à l'heure avec Christelle Rainville. Que ce soit dans les compétences techniques, physiques ou dans les compétences intellectuelles. Alors justement, vous faites bien, Delphine, de parler de compétences intellectuelles parce qu'on parle de pénibilité physique depuis quelques minutes maintenant. On va parler également de pénibilité intellectuelle, de charge mentale. Et je voulais m'adresser justement à Alice Paillard. Je voulais connaître un petit peu votre avis. Vous pouvez évidemment parler de la pénibilité physique, bien entendu, et on vous écoute volontairement. Mais j'aimerais également qu'on parle ensemble de charge mentale parce qu'il faut gérer la vie professionnelle, la vie privée. Vous êtes notamment mère de famille, vous êtes mère de 3 enfants. J'aimerais connaître votre avis là-dessus. Mais on peut parler de pénibilité physique, je vous en prie. Mais il y a des personnes bien plus légitimes que moi pour en parler, donc, et qui l'ont très bien fait. Bon, la question de la charge mentale, donc, c'est ça, oui. Par rapport à des fonctions de direction en tant que femme. Alors, je rejoins aussi ce qu'avait évoqué Christelle Rainville. Je pense qu'il y a dans l'entreprise et dans l'exploitation viticole, enfin dans la maison de champagne et dans l'exploitation viticole, il y a aussi un point différent, c'est que tout est peut-être très lié dans l'exploitation viticole. Dans l'entreprise, s'il y a un peu plus de monde, il y a aussi la notion d'équipe. Si on est moins seul, voilà. Et ça, c'est quand même. Enfin, moi, de toute façon, je vois quand j'atteins ma limite, c'est quand je ne suis pas présente à ce que mon collaborateur est en train de me dire et que mon enfant de 6 ans est en train de me dire. C'est pareil. Bon, là, c'est que. Donc, on se pose, on analyse. Soit on peut faire appel à l'équipe, à l'époux, à la nourrice, à la voisine. Dans le champ familial. On peut déléguer. Voilà, à l'assistante, au directeur de prod, dans le cadre familial, dans le cadre de l'entreprise, bien sûr. Ça veut dire savoir dire parfois, alors déléguer, ça veut dire savoir demander un coup de main, ça veut dire savoir ajourner certaines choses parfois. Je trouve que 2021 pour ça a été un sacré exemple. Enfin. Dans mon cas, par exemple, m'attendant à une année calme professionnellement, nous avons changé d'habillage et donc d'étiqueteuse également, donc changement industriel. Nous avons changé de RP. Bon, dans un moment où finalement l'activité a explosé, eh bien, il y avait d'autres projets aussi, un projet de livre, un projet. Clairement, il a fallu s'arrêter et dire bon. Qu'il a fallu mettre de côté. On n'y arrive pas. Il faut décaler certaines choses. Voilà. Et puis parfois, peut-être aussi, dire non. Oui. Ça, j'ai encore quelques progrès à faire. Mais dire non. Non, mais ça, c'est pas facile. Carole, je vous en prie, allez-y. C'est pour ça qu'on est toutes là. On est heureuses d'être là. Ouais. Et on s'est réveillé ce matin en disant ça va caler dans l'organisation. Peut-être que j'aurais dû dire non. mais on est heureuse d'être là et de défendre. Et de témoigner. Témoigner, tout à fait. Mais en tout cas, je suis d'accord avec Alice. Heureusement, c'est quelque chose qui existe, mais qui doit être temporaire. Si c'est pas passager et temporaire, alors là, c'est qu'il y a un dysfonctionnement, c'est évident. Alors, on vient de parler de gestion de temps avec Alice. Je voulais revenir maintenant à vous, Christelle Rainville. Y a-t-il une recette? Et si oui, laquelle est-elle en ce qui vous concerne pour gérer au mieux votre temps? Non, je ne pense pas qu'il y ait de recette. On est toutes différentes. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'avais besoin de très peu de sommeil. Enfin, j'ai besoin de très peu de sommeil. Donc, j'ai toujours eu des grosses journées qui commencent très tôt le matin, qui se finissent très tard le soir et qui m'ont permis d'organiser un certain nombre de reports d'éléments familiales le soir, repassage et compagnie, qui me permettaient des fois le matin de cuisiner avant de partir, d'organiser ma journée avec des journées continues sans arrêt le midi pour être sûr de pouvoir être disponible le soir, parce que j'ai toujours mis un point d'honneur à être 100% disponible quand j'étais avec mes enfants. Et je ne pense pas les avoir laissés sur le chemin. J'ai pas sacrifié mes enfants à ma carrière. Ça, c'était très important pour moi. Je pense que pour nous, dans nos entreprises, c'est peut-être un peu plus facile que pour une viticultrice, parce que nous, on compartimente les choses. Quand je vais au bureau, je suis au bureau, ou dans les vignes, je ne suis pas dans mes vignes.
Une viticultrice, quand elle est au bureau, elle est chez elle. Elle a souvent la famille qui est autour, etc. Et je pense que c'est peut-être un peu plus compliqué au quotidien à gérer. Après, voilà, il faut être extrêmement organisé. On dit toujours que les femmes font plusieurs choses à la fois. Je pense que des fois, oui, c'est un élément important. Et puis, il faut savoir prendre du recul, prendre le temps d'analyser, être structuré. Là aussi, il faut savoir dire non. Structuré. Savoir dire non, oui, ça c'est important. Savoir déléguer, faire confiance. Alors, j'aimerais également connaître la perception sur ce sujet de Madame Thétienne. On vous écoute. Alors, je pense que l'essentiel a été abordé, mais si on peut résumer, je dirais qu'il y a autant de pénibilité, de formes de pénibilité, qu'elles soient morales, intellectuelles ou physiques, que d'individus, à nouveau. Je pense que là, on est plus à parler de personnes que de genre sur cette thématique. Après, oui, peut-être qu'il y a une réalité physique quand même, parfois, pour certaines tâches. En tout cas, l'important, c'est que si on a des préjugés quelconques, en se disant d'une manière générale les hommes sont plus forts, plus à même d'être sur des travaux manuels, ça ne doit pas pour autant être un frein à l'embauche en tant qu'entreprise. Lorsqu'on reçoit une femme en entretien, si elle est là, c'est qu'elle est capable de le faire, et donc il ne faut pas que ce soit un frein. Donc là, c'est plutôt dans l'esprit et l'abord qu'on peut avoir en termes d'image entre l'égalité homme-femme sur le plan physique et donc la capacité à œuvrer sur le plan opérationnel. Voilà. On peut faire corroborer parité et pénibilité là. Hein, exactement. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Je vous écoute sur ce qui vient d'être dit. Alice, peut-être? Non, simplement, parfois, le fait que tout soit très séparé dans le monde de l'entreprise, entre le monde familial et le monde de l'entreprise, c'est bizarre, mais ça peut aussi être une forme de... pour les équipes, ça peut être une forme de pénibilité. Et c'est vrai qu'en tant que maison familiale, moi, j'aime bien que certains moments de l'année, toutes les familles puissent venir. Que les enfants voient où travaillent leurs parents, comment ça se passe... voilà, et je trouve que les vendanges, c'est toujours un bon moment pour ça, évidemment, mais apporter une unité, alors il faut trouver le bon équilibre, mais voilà, qui connaissent le lieu de travail, les collègues, l'organisation, le bureau ou la cuverie, que les familles connaissent, je pense que c'est très important. Oui, là on retrouve votre esprit familial, là. L'ancrage familial dont on parlait tout à l'heure au début. C'est peut-être un ressenti féminin, justement, mais l'ayant mis en place, je constate que en fait, ça fait plaisir à tout le monde dans l'entreprise. Oui. Delphine? Peut-être juste un mot pour l'organisation des journées, du quotidien. Au final, alors ma difficulté, mais j'imagine que pour des femmes qui sont aussi responsables de petites exploitations familiales, ça doit ressembler un petit peu à mon quotidien aussi. L'irrégularité de notre rythme. Ça, c'est assez difficile pour trouver une organisation parce que aujourd'hui, je suis là, demain, je serai ailleurs, les vignes, la cave, la commercialisation, les salons qui, heureusement, ont repris. Oui. Donc, ça fait beaucoup de choses à gérer sur une journée et parfois, c'est très difficile de s'organiser. Alors, on a l'impression qu'on est totalement désorganisé. Oui, alors que en fait, c'est l'irrégularité de nos tâches qui font qu'on a cette impression. Et il ne faut absolument pas que ce soit, dans mon cas, la famille qui en pâtisse. C'est-à-dire que moi, le point d'honneur, ça reste quand même que mes enfants me voient soit le matin, soit le soir. Parce que j'ai la chance d'avoir un mari qui s'occupe de mes enfants soit le matin, soit le soir. Et qu'ils ne ressentent pas cette impression de désorganisation quotidienne. Ça, c'est extrêmement important pour l'équilibre familial. On sent que c'est quelque chose, en tout cas, qui revient dans toutes vos conversations. Les enfants, évidemment, en premier, la vie familiale, ce qui est bien normal. Carole, vous ajoutez évidemment quelque chose à ce qui vient d'être dit? Je vous remercie. J'ai mon fils hier qui est rentré à 8h30 du soir. Il dit « Maman, tu t'es même pas inquiétée pour moi. Je rentre à 8h30 du soir du tennis en vélo. »
Et je lui dis, mais tu sais quoi, je pensais que tu m'avais oublié et tu n'es même pas venu me voir en cuverie. Bon, ben voilà, on allie tout et on fait au mieux à l'instant T. Les enfants grandissent, on a plus de liberté, c'est vrai aussi après. Hein. Il y a eu les passages de bébés, d'enfants jeunes. Moi, je pense que la pénibilité aujourd'hui, c'est être un homme. Hein. Ça ne doit pas être simple. Hein. Parce qu'on est des femmes de caractère et je me dis, waouh. Voilà, oui, mesdames et messieurs, voilà. Je ne ferai que confirmer. Alors, en termes de pénibilité, on peut peut-être aussi en parler de la pénibilité subie, mais on peut aussi parler de l'anticipation. On est toutes à gérer des équipes et on est quand même très sensible justement à limiter la pénibilité sur les postes de chacun. Donc, c'est aussi notre quotidien est aussi beaucoup penser aux autres pour que le travail se fasse le mieux possible dans les meilleures conditions possibles. Oui, on peut parler également. Il n'y a pas que la pénibilité directe, personnelle. Une sensibilité à la pénibilité des autres. Voilà. Des autres. Justement, Alice, justement, à propos des gens qui travaillent dans votre domaine, la Maison Henriot, là aussi, il faut penser à la pénibilité de ces gens-là. Exactement, ça fait vraiment partie du quotidien. Aujourd'hui, on met un point d'honneur à réduire la pénibilité, à être à l'écoute. Alors, pénibilité, sécurité aussi, hein, et c'est fondamental. Et aujourd'hui, on passe un temps fou à s'assurer que tout aille bien, à veiller à ce qu'il n'y ait pas d'accident. Que les consignes de sécurité soient respectées. Tout à fait, et c'est tout à fait légitime. On est sans arrêt en train de se remettre en question. On a de toute façon un schéma d'amélioration continue, parce qu'on a des nouveaux outils, des nouvelles façons de travailler aussi. Et effectivement, cette dimension sécurité, pénibilité, c'est aujourd'hui fondamental et au cœur de nos préoccupations, presque plus parfois que l'avancement des travaux. On préfère passer un petit peu plus de temps si nécessaire, mais que les équipes se portent bien, que l'inverse. Et justement, Delphine, la modernisation du matériel vitivinicole que vous avez maintenant, là aussi, c'est vraiment un plus, vraiment. C'est quelque chose qui évolue rapidement. Alors, ça ne va pas assez vite à mon goût, hein, mais oui, parce que nos techniques aussi viticoles changent. Ce n'est pas du fait d'avoir plus de femmes ou moins de femmes. Les techniques changent, les recherches et développements deviennent intéressantes dans beaucoup de domaines, dans le domaine des sécateurs électriques, du matériel comme les tracteurs, etc. Donc, c'est toute une profession en fait, qui se modernise et qui nous permet, nous, derrière, de travailler plus sereinement et peut-être effectivement moins dans la force. Oui. Mais il ne reste pas moins que dans les vignes, de façon générale, il faut avoir une bonne condition physique et faire un peu de sport, de renforcement musculaire, etc. Ça fait de mal à personne et ça nous permet d'aller sur le long terme parce que voilà, c'est pas la retraite, c'est pas demain. Non. Parlant de sport, il faudrait que je vous écoute. Alors, Alice Paillard, le mot pour terminer sur ce deuxième thème de la pénibilité. On vous écoute. Non, mais je crois qu'il y a eu beaucoup de choses de dites. Hein. Bon, très bien. Très bien. Voilà, donc c'était le thème de la pénibilité. Là aussi, je crois qu'on peut applaudir nos 5 témoins. Merci, mesdames, d'avoir témoigné comme vous venez de le faire. Nous allons parler maintenant des perspectives d'avenir, avec une question que je vais poser. Vous êtes gérante du Champagne Louise Brison dans l'Aube, on l'a dit. Je vais commencer avec vous, Delphine. Delphine, alors, c'est une question assez générale quand même, hein, que je vais vous poser, et puis que je poserai également à vos 4 camarades de jeu ici. En tant que femme, comment vous envisagez l'avenir? Alors, je sais que c'est une question très large, très générale, mais comment vous envisagez l'avenir? Je l'envisageais bien jusqu'à il y a encore une semaine. Maintenant, l'actualité géopolitique nous dit qu'il faut peut-être revoir un peu notre copie. Non, je ne veux pas être pessimiste. On l'a déjà dit et je ne veux pas non plus être redondante, mais l'avenir de la femme va reposer pour moi, à mon sens, sur un triptyque qui va être éducationnel, le rôle des parents, notre rôle aujourd'hui sur l'éducation qu'on va donner à nos enfants, sur la place de la femme, sur le respect de l'humain. Il va passer également par un besoin de formation. Alice en parlait tout à l'heure. Voilà, il y a de plus en plus de femmes sur des parcours de production, des expériences. L'alternance nous apprend à travailler avant de commencer à travailler. Donc,
ça, c'est vraiment un volet extrêmement important qui permet au final d'avoir confiance en soi, même quand on commence à prendre un premier poste. Et puis enfin, comme tout à chacun, la construction de l'avenir passe par l'apprentissage dans l'expérience professionnelle, apprendre de ses erreurs, continuer à se former tout au long de sa carrière. Il y a des gens passionnants qui ont énormément de choses à apporter à notre métier. Moi, je suis passionnée de technique. Si je pouvais faire que ça dans ma vie, je ne ferais que ça. Faire des bons raisins pour avoir des vins de qualité, c'est mon objectif premier. Et donc, pour ça, on doit continuer à se former, on doit continuer à regarder ce qui se fait, pas que chez nous, pas qu'en Champagne, partout ailleurs, en France et même dans le monde. Il y a des initiatives incroyables sur les challenges d'avenir. Si je peux me permettre d'avoir un mot sur ces challenges. Allez-y, je vous en prie. Le premier, et je pense que le CIVC l'a bien compris, et le syndicat également, reste l'environnement. Est-ce qu'en 2050, on fera encore du champagne? Comment sera le panorama du champagne? Comment seront nos vins? Quel profil? Ce challenge, la réponse, il n'y a pas une réponse, il y a un challenge qui peut avoir une réponse maintenant. Qu'est-ce qu'on met en place maintenant? Qu'est-ce qu'on met en place à moyen terme? Et qu'est-ce qu'on va mettre en place à long terme pour que nos générations futures soient encore en capacité de faire ce qu'on fait aujourd'hui? Et même mieux, d'ailleurs, de le faire mieux si c'était possible. D'ailleurs, je vous interromps, mais en observant votre parcours, vous dites que finalement, vous êtes plus inquiète quant à la durabilité de l'appellation que par la place des femmes dans une génération, place des femmes dont on ne parlera plus. Je le souhaite, je l'espère. C'est pour ça d'ailleurs que je prends la parole aujourd'hui. Moi, je veux qu'on parle de femmes aujourd'hui pour ne plus en parler demain, parce que le réel challenge de demain sera, encore une fois, de pouvoir continuer à faire notre métier à l'endroit où on est et de bien le faire. Donc les enjeux environnementaux sont extrêmement importants, au centre de nos préoccupations. Et les pistes, il commence à y avoir des pistes qui sont intéressantes, mais qui vont mettre une génération à aboutir. Les pistes? Des pistes techniques, principalement, d'adaptation au changement climatique, enfin au dérèglement climatique, parce qu'on vient de voir une année 2021 qui était aux antipodes du caniculaire. Donc l'adaptation, en fait, c'est juste de ne pas accepter ce dérèglement climatique et de faire en sorte, nous, dans nos exploitations, de le freiner avec toute l'intelligence qu'on nous apportera dans le futur, des essais qui sont réalisés. On peut en citer énormément, mais des adaptations des plants, des modes de palissage, voilà, etc., etc. Alors ça, on ne va pas dériver sur la technique, parce que sinon on peut refaire une assemblée générale. Mais je pense sincèrement que c'est le réel enjeu de demain. En tout cas, moi, en tant que femme, c'est ce sur quoi je vais me concentrer. Absolument pas sur la place de la femme, parce que ça deviendra un sujet obsolète. D'accord, je l'avais bien compris en lisant votre parcours. On va continuer avec Alice Tétienne. L'avenir est prometteur grâce à une communication plus accrue. Vous croyez à ça, qui touche finalement peut-être un public plus large ou pas? Alors je pense qu'il y a la dimension effectivement d'un public plus large qui est intéressé aujourd'hui et que l'on vise aujourd'hui. Il y a aussi le fait qu'on communique plus diversifié également sur la filière. Alors ça rejoint, en fait, c'est très très large, il y a énormément d'éléments qui font qu'on a une vague de changement aujourd'hui. Il y a la diversification des métiers dans notre filière. On est aujourd'hui avec beaucoup plus de métiers qu'avant. Les comités se sont élargis sur le plan viticole, le plan œnologique, peut-être au sein des comités de direction également. Donc on a diversifié la filière de toute façon, ce qui fait qu'il y a plus de diversification de personnalités et donc indirectement de genre également. Ensuite, on a bien sûr la communication auprès des étudiants. Je pense qu'avant, les filières spécialisées n'étaient pas forcément très mises en avant, alors qu'aujourd'hui, on les met en avant. Alors, les filières spécialisées agricoles, dont la viticulture fait partie. Moi, j'ai eu connaissance à mon époque de ces formations, à mon époque qui est très récente. Voilà, moi je suis plutôt. Parce que quand vous parlez d'époque, mon expérience est restreinte. Ne parlons pas de et jadis. du coup, j'ai plutôt une vision très actuelle de la filière que une vision avec des changements drastiques.
Mais j'ai l'impression d'avoir été happée dans une ère de changement très positive. C'est pour ça que je suis très optimiste pour l'avenir. Et pour moi, le sujet des femmes n'est pas non plus forcément un sujet de préoccupation, parce que je pense qu'on est sur la bonne voie. J'ai eu connaissance... Vous êtes tout enthousiaste tout de même, hein, c'est ce qu'on remarque complètement, ce matin. complètement, mais mais il faut. parce que c'est une réalité. Aujourd'hui, on voit que ça va dans le bon sens. Et il faut se le dire aussi, quoi. Hein. Donc voilà, j'ai eu connaissance des formations. J'ai intégré une formation dans laquelle, visiblement, il y avait une présence féminine plus accrue. J'ai été intégrée très facilement. Je suis aujourd'hui chef de cave d'une maison. Ça n'a pas été un frein d'être une femme. Donc je pense que ça va l'être de moins en moins, de toute façon, d'une manière générale, sur les métiers. Donc je suis très optimiste, mais encore une fois, parce qu'il y a énormément d'éléments, énormément de détails qui changent, et notamment les métiers en tant que tels qui évoluent. Les comités de dégustation, aujourd'hui, on est très attachés à avoir, non pas parité, mais avoir des personnalités bien différentes, parce que c'est comme ça qu'on s'assure d'élaborer des cuvées avec aucun défaut et qui représentent l'excellence champenoise attendue. Voilà, donc ça fait partie de ces exemples qui bougent et qui percutent un petit peu la filière. Carole, votre avis sur l'avenir qu'on aimerait bien connaître? Moi, je suis admirative de vos expériences dans les grandes maisons, et je suis heureuse que la femme ait vraiment ce statut connu, reconnu. Maintenant, on est des femmes dirigeantes avec des postes à fonction de responsabilité. Donc on est un petit peu reconnu. Moi, le jour où en dégustation sur un salon, on arrêtera de me parler du pH et de l'acidité pour être sûr que je fais bien la vinification et que je suis pas là juste en talons aiguilles. Ah oui, c'est quelque chose. On aura fait un grand pas, hein, c'est quelque parce chose qu'on en que est vous encore vivez. loin. Voilà, on en est encore loin. Maintenant, moi, je pense aussi à toutes ces femmes qui sont les femmes de l'ombre. Et ça, les femmes, les conjointes, les épouses qui vont aider. Et ça, je trouve ça admirable, la commission des viticultrices, parce que c'est sortir ces femmes de l'ombre. Et voilà, j'en ai appelé quelques-unes, parce qu'elles ont ces postes du samedi, du dimanche, aller sur les salons, sans avoir de vraie reconnaissance. Et elles le font par amour, par bonheur. Mais à un moment donné, effectivement, il faudrait, alors je ne sais pas, des statuts d'auto-entrepreneur. J'allais dire, leur donner un statut. Hein. Voilà, des TESA du week-end. Mais ça veut dire qu'il faut pousser quelqu'un. Les TESA, oui, c'est un sujet compliqué. Pousser une personne autre à dire, voilà, oui, effectivement, tu m'aides, je te... Et ça, moi, je pense qu'il y a encore un vrai grand pas à faire. Vrai grand pas. Et puis, j'aspire à... Et je viens d'un vignoble où il y a quand même beaucoup d'hectares sur Vertus. J'ai essayé de faire des réunions justement de partage. Alors déjà, la réunion de partage, c'est pas simple. Mais alors, venant d'une femme, c'est... je sais pas, peut-être une génération au-dessus, mais... C'est encore pas... c'est encore quelque chose que vous ressentez. Oui, je ressens. Mais bon, on fait avec, on se prépare, ou on se dit que c'est pas grave. Mais il est là quand même. Bon. Il est là. Mais il va disparaître un jour. Alice Paillard, pour vous, l'avenir, votre perception, vos perspectives? Oui, ça se recoupe déjà beaucoup avec ce qui a été dit, donc je vais être brève. Mais déjà une grande envie, parce qu'on a une appellation magnifique. Et c'est vrai que la première préoccupation rejoint, voilà, hein, comme on dit souvent, tant que nos vignes coucheront dehors, il va falloir qu'on s'adapte. Alors la Champagne s'est toujours adaptée, mais c'est vrai que c'est quand même le premier... Moi, c'est mon premier souci, clairement, en envisageant l'avenir. Voilà, il faut connaître notre histoire pour connaître notre avenir. Donc déjà, la commission de ce matin était intéressante pour cela. Et puis, l'histoire de la Champagne, c'est beaucoup d'innovation. On parlait de certaines femmes qui ont su innover aussi. Parfois, c'est la nécessité qui nous pousse à innover, justement. Quand on n'arrive pas à faire comme ça a toujours été fait, on est obligé de se poser une question. Tu peux donner un exemple très concret? Donc peut-être que cet avenir de la Champagne et cet avenir des femmes en Champagne sont liés en cela. Peut-être que leur plus grande participation permettra d'enrichir la réflexion et de trouver aussi d'autres angles, des alternatives.
Voilà, après, moi, je suis très enthousiaste parce que je vois beaucoup de gens en recherche très investis, très engagés, beaucoup de jeunes. C'est vrai qu'on a un paysage qui change au sein de notre interprofession, mais on voit aussi qu'elle attire encore. Il y a toujours des gens de l'extérieur qui veulent y venir. Alors bon, ça nous réjouit plus ou moins, mais c'est quand même un signe d'attirance et d'attractivité. Et c'est vrai qu'elle change, mais il ne faut pas en avoir peur tant qu'il y a des générations qui s'engagent pour rester justement attachées à cette région et pas la laisser dirigée par trop d'extérieurs. Alors, ça me paraît important. Ouais. Puisqu'on parle d'avenir, étant enfant, vous aviez prévu cet avenir-là pour vous? C'est quelque chose qui vous trottait dans la tête? Moi, j'ai eu besoin de partir moi. J'ai eu besoin de partir oui. pour me rendre compte que j'appartenais à cet endroit. Voilà. Donc, c'était une chance pour moi de partir. Je suis partie 10 ans et j'ai adoré ça dès que j'ai pu. Et puis, voilà. Mais j'avais besoin de prendre le large pour ressentir le lien. Alors, on n'a pas encore entendu Christelle Rainville sur ce sujet, sur l'avenir, les perspectives d'avenir. Alors, là aussi, en tant que femme, comment vous l'envisagez, cet avenir? On aimerait connaître, bien entendu, votre avis sur la question. Je crois que pour parler d'avenir, il faut aussi parler un peu du présent et du passé. On l'a fait entre l'introduction et les échanges qu'on a eus. Du présent, parce que je pense que je vous propose qu'on ait quand même une pensée pour toutes les femmes en Ukraine ou en Russie qui sont en train de, entre autres, parce que les hommes aussi bien évidemment, mais qui sont en train de se battre contre la guerre, pour manifester pour la paix ou sur les routes de l'Exode. Et ça nous ramène à l'histoire de la Champagne quand même, qui était, comme le disait toujours Pierre Cheval, c'était une terre où toutes les armées du monde sont venues en découdre. Et en Champagne, la Champagne a été riche parce que les femmes ont été là aussi pour sauver le territoire, pour sauvegarder le territoire pendant que les hommes étaient au combat. Et donc cette force des femmes en Champagne, elle doit rester puissante. Mais moi, je reste convaincue que c'est dans l'union homme-femme et qu'on sera les plus forts. Et sur les enjeux de demain, les enjeux de demain, c'est ce que tu disais tout à l'heure, la préservation de l'environnement. Il y a le climat et les incidences du climat sur lequel il faut remonter les manches très très vite. Et c'est en étant tous ensemble pour le faire qu'on arrivera plus vite et plus efficacement sur le sujet et faire en sorte que notre Champagne reste belle. Et si après on parle un petit peu plus d'expérience professionnelle, entre le moment où je suis arrivée en Champagne il y a quelques décennies et aujourd'hui, le paysage a quand même énormément changé. J'étais souvent dans les réunions, donc j'ai démarré dans la technique grâce à des hommes qui m'ont fait confiance, Dominique Moncombe, Laurent Panigaille qui est présent, et ensuite dans des maisons aussi d'hommes qui m'ont fait confiance. Mais j'étais souvent dans des réunions, dans des groupes de travail où il n'y avait quasiment pas de femmes. J'étais souvent seule. Et aujourd'hui, le paysage a complètement changé. Les femmes se sont complètement appropriées la technique, la vigne, le vin, et sont très engagées, je pense, sur les notions d'environnement, d'écologie. Donc voilà, donc c'est bien. Le paysage a changé. Je pense que maintenant, il faut qu'on soit tous plus forts. Et je reste convaincue que ce n'est pas en opposant les uns et les autres ou en donnant des chiffres de ratios de genre. C'est pas ça qui fera avancer. Il faut vraiment qu'on soit cohérent et qu'on connaisse surtout bien les enjeux à venir et y remonter les manches très vite. Très bien, merci beaucoup Christelle Rainville. Un petit mot, parce que là on a beaucoup parlé quand même ce matin grâce aux 3 sujets que nous venons de traiter de transmission générationnelle. On pourrait peut-être aussi parler un petit peu de favoriser un petit peu les personnes hors cadre familial, parce que c'est souvent le papa qui donne les responsabilités à sa fille, ou on travaille avec le frère ou avec la nièce, etc. Un petit mot par exemple là-dessus, Alice Tétienne. Alors moi, en l'occurrence, j'ai pas du tout de contexte familial qui a fait que je suis dans cette filière aujourd'hui. Ça a été plutôt naturel parce que bon nombre de personnes vivent aujourd'hui dans notre région grâce à la filière vitivinicole. Et donc j'ai eu accès naturellement à cette filière, étant
étant plus jeune, en travaillant à la vigne, chez les voisins, etc. Donc ça a été une passion et donc un choix pur et dur. Mes parents sont dans l'éducation nationale, mes grands-parents aussi, mes arrière-grands-parents aussi. Donc voilà, concrètement, la filière vitivinicole n'était pas forcément ancrée chez nous. Donc je pense que là on en revient à la notion d'individu qui fait ses propres choix, peut-être plus facilement aujourd'hui à notre époque. La communication accrue sur la filière, je pense que la communication elle est clé. Aujourd'hui il y a une autre dimension que je n'avais pas quand j'étais plus petite, c'est les réseaux. Les réseaux sociaux donnent une image du paysage vitivinicole complètement différente. Ils n'ont pas qu'un mauvais côté, les réseaux sociaux. Comment ? Ils n'ont pas qu'un mauvais côté, les réseaux sociaux. Non, non, complètement. Alors, les réseaux, d'une manière générale, d'ailleurs, les médias, les réseaux sociaux, etc., tous les canaux de communication sont très, très positifs et bons à prendre. Et aujourd'hui, ça donne un paysage complètement différent. Et on voit énormément de femmes, des influenceuses dans le milieu vinicole. Donc tout ça, ça donne complètement une autre perception. Et j'imagine que les générations à venir ne se poseront même plus la question du présentiel féminin ou masculin dans cette filière parce que les réseaux et tous les canaux de communication auront donné une perception différente. Oui. Une de vous quatre a quelque chose à ajouter, Delphine, peut-être ? On est ici à l'initiative de la commission des viticultrices, donc peut-être que demain, cette commission doit évoluer. Alors, j'ai bien compris qu'elle devait évoluer, qu'on lui avait donné ce challenge, mais alors moi, je ne participe pas à cette commission parce que je fais d'autres choses à côté, mais peut-être que demain, ça peut être une commission qui recevra toutes les femmes qui se posent des questions, qui peut-être n'osent pas, qui ne se sentent pas forcément légitimes, et que cette commission puisse les écouter, un lieu d'échange. Je parlais tout à l'heure de tabous, voilà, de faire tomber tous ces tabous, de génération, de transmission, de technique, et parfois, en fait, simplement d'en parler, ça permet de donner envie et comme le disait Alice tout à l'heure, d'aller repousser un petit peu sa limite et asseoir sa légitimité dans nos domaines, légitimité naturelle. Alice Paillard ? Tout à fait en phase. Je ne rajouterai rien, sinon remercier encore la Commission de nous avoir réunis, parce que c'était une des raisons de venir, évidemment, c'était de partager, mais on sait qu'on reçoit beaucoup. Bien, alors je voulais, juste avant de laisser, si vous avez des questions à poser, on l'a dit, on va passer un temps d'échange entre vous et nos 5 invités, mais je voudrais, en conclusion, et la phrase n'est pas de moi, la phrase elle est d'Alice Tétienne, mais ça m'avait bien plu, tout le monde a sa place et la diversité de personnalité est bien plus importante que le genre. Je crois que ça sera la phrase de conclusion pour ces 3 thèmes dont nous venons de parler. Je vous demande d'applaudir très fort, mais vraiment très fort, chaleureusement, nos 5 invités ce matin, parce que ce n'est pas forcément facile. Voilà, donc bravo. Nous arrivons au terme de cette table ronde. Je vous remercie chaleureusement, Delphine, Carole, Alice et Christelle. Merci d'avoir accepté de donner de leur temps précieux à la réflexion de la commission. Je remercie aussi, bien sûr, notre animateur Hervé Calais, qui a accepté d'être le seul homme sur la scène et qui a largement contribué à la réussite de cette table ronde avec l'aide technique de Benoît Cazenave et de son équipe. Et puis, je remercie également Madame Alexa Cherrière pour l'affiche que vous aviez vue avec la viticultrice d'aujourd'hui et dans le miroir, la viticultrice d'hier. Je remercie également le Syndicat général des vignerons pour les supports qu'il nous apporte pour le bon fonctionnement de notre commission et de son assemblée générale. Je remercie toutes les viticultrices qui ont travaillé à l'élaboration de cette assemblée générale, plus particulièrement Maude Baranger, qui est certainement la plus assidue de la commission et qui s'implique dans tous nos travaux. Et puis avec la collaboration d'Alix Loiseau, notre chère animatrice jeune et dynamique qui ne ménage pas son temps et son écoute. Un grand merci. Il s'agit dorénavant de donner un cap à la commission des viticultrices. Ce cap s'inspirera évidemment des résultats de l'étude menée par Océane.
Selon le portrait de la viticultrice de demain, dépendra l'orientation de la Commission. Sachant que notre seul objectif a toujours été d'être au plus proche des préoccupations de la profession, la Commission a la volonté d'aller à la rencontre des femmes des différentes régions champenoises et de se rapprocher d'autres instances féminines. Quelques thématiques germent déjà dans nos têtes: l'export, avec les documents douaniers, les négociations, l'accueil à la propriété, parler anglais, connaître les codes, et la simplification administrative qui reste un thème qui m'est cher. Je le répète, ce ne sont que des pistes qui demandent à être alimentées par toutes les bonnes volontés qui souhaiteraient nous rejoindre. Nous arrivons au terme de notre Assemblée générale. Je vous remercie toutes et tous, les présents et ceux qui nous suivent en visio, pour votre participation. Je vous invite maintenant à passer dans la pièce d'à côté pour partager les bulles de l'amitié. Merci à tous. Voilà, il n'y a plus qu'à.